Merci à tous. On reprend pour cet après-midi, donc toujours sur notre séminaire Eau et changement climatique, la nécessité d'une coopération internationale. On va commencer tout de suite par une table ronde, levier de la coopération internationale pour l'accès à l'eau et l'assainissement face à une problématique commune de changement climatique. Et tout de suite, je vais donner la parole à notre animateur, Denis Chessou, bien connu, journaliste à Radio France, qui va vous présenter les différents intervenants et qui va animer cette table ronde. Youpi, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Non, bien connu, il suffit d'écouter RTL, on ne me connaît pas. Bon, voilà. Mais là, c'est un public bien, c'est des gens qui écoutent France Inter, bien évidemment. Moi, je suis d'abord ravi d'être là, tout simplement, parce que 25 ans d'amitié avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Pelt. Évidemment, la ville de Metz, ça vous parle immédiatement. Et c'est grâce à lui, quand même, que cette ville a évité d'avoir été à moitié éventrée, à moitié éclatée dans son centre, parce qu'il a quand même été, donc, pendant 12 ans aussi, premier adjoint, donc s'occupant de l'urbanisme. Il s'est dit, c'est là que les choses vont bouger. Et donc, nous sommes sous les auspices de cette très belle cathédrale et donc de cette pierre de Jaumont, donc pas très très loin, dans le nord de Metz, puisque Metz a été construite donc avec cette pierre superbe qui est là. Voilà. Alors, levier de la coopération internationale, accès à l'eau, assainissement, avec ce très léger changement climatique. C'était formidable. Il y a 30 ans, on n'en parlait pas, tout le monde s'en fichait. C'était une merveille totale. Maintenant, les choses ont quand même pas mal bougé. Et bravo vraiment à toutes les personnes qui sont là, enfin vous toutes et tous, et aussi nos amis autour de la table, qui sont quand même sacrément engagés sur ces problématiques. Christophe Lejallet, s'il vous plaît. Christophe, pardon, directeur général du PSO. Donc peut-être effectivement une petite introduction, puis après, donc, je présenterai nos amis avec leur, oui, on va dire avec leur titre. Donc Christophe, avec grand plaisir, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Denis, pour cette introduction et resituer le cadre, le charmant cadre dans lequel on se trouve. Alors, effectivement, tu as bien indiqué qu'effectivement, depuis de nombreuses décennies, les scientifiques nous alertent sur le fait qu'il y a un changement climatique. Il y a eu beaucoup de scepticisme pendant longtemps, se croire, mais non, c'est des petites variations et tout ça. Alors, on a commencé, nous, à se dire vraiment, en travaillant notamment en Afrique subsaharienne, de sentir vraiment les effets de ce changement climatique. On les sentait encore moins, un petit peu moins chez nous, mais je crois que maintenant, la plupart de nos concitoyens ont compris qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe après les étés qu'on a vécus, les périodes d'inondation aussi, très fort. Alors, juste pour l'introduction, oui, c'est peut-être juste pour donner quelques éléments de compréhension lorsqu'on parle de changement climatique, de quoi il s'agit. Donc, ce qui nous est effectivement annoncé depuis pas mal d'années, donc je ne reviendrai pas sur la cause des gaz à effet de serre, le CO2 parmi eux, mais beaucoup d'autres gaz aussi qui ont pour impact effectivement une augmentation globale de la température sur la planète. Mais je laisserai Jean-Luc Redeau revenir sur cette question qu'il connaît beaucoup mieux. Mais les effets que l'on constate, il y a des effets d'évolution tendancielle du climat que l'on peut constater. La présidente de la région de Nouakchott en a évoqué un ce matin, qui est la montée du niveau des océans. Donc, effectivement, pour toutes ces zones, toutes les zones côtières basses ou les zones insulaires basses, des risques très importants que ça représente. Ce qu'on a surtout constaté en étant notamment au Sahel, c'est une plus grande variabilité des régimes pluviométriques saisonniers. On avait une certaine stabilité, on connaissait, on avait une période sèche, une petite saison des pluies, une période sèche, la plus grosse saison des pluies, c'était assez stable. Et depuis quand même pas mal d'années, une beaucoup plus grande instabilité effectivement de ces régimes pluviométriques. Alors, et surtout, ce qu'on constate plus directement, c'est des événements extrêmes, des événements pluvieux violents, des tempêtes, des inondations. Donc, inondations avec tous les impacts que ça a en montée des eaux, tempêtes, effectivement, la violence même des vents qui sont produits. À l'opposé, on a ces périodes de sécheresse et donc de manque d'eau très important, qui s'accompagnent de hausses de température. Les pics de température de canicule qu'on connaissait dans les diverses régions du monde, ça monte de plus en plus haut. Et donc, toutes ces actions ne sont pas sans impact sur les questions d'eau et d'assainissement. Alors, c'est vrai que de notre côté, PSO, donc on travaille sur les questions d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement essentiellement. Et en 2014, lorsque se préparait la COP21, on était quand même beaucoup interpellés, mais quel lien entre ce changement climatique et les services d'eau et d'assainissement? Il semblait assez
net sur la question de la gestion de la ressource à grande échelle, mais sur les services d'eau potable et d'assainissement eux-mêmes, c'était beaucoup moins visible. Donc, on a effectivement essayé d'y travailler avec une diversité d'acteurs, hein, des acteurs que vous représentez, hein, des acteurs impliqués sur des actions de solidarité internationale, hein, des collectivités locales, des ONG, des bureaux d'études, des chercheurs. Et on a essayé effectivement de bien prendre en compte de bien considérer quels sont ces impacts. Et c'est vrai qu'on a ensuite surtout vu ces questions en termes d'adaptation, parce qu'on est effectivement, bien sûr, il faut prendre en compte les mesures d'atténuation, hein, par rapport au type d'énergie qu'on peut utiliser pour les services d'eau ou d'assainissement, par rapport effectivement à toutes les réutilisations possibles, les valorisations possibles qu'il peut y avoir autour de l'assainissement. Mais l'impact est tellement grand sur les services d'eau et sur l'eau en général que la part adaptation est tout à fait essentielle. Alors, quelques exemples, hein, d'impact. L'impact, c'est un impact en période de grande sécheresse, hein. Si en plus c'est associé à une période de chaleur très importante, c'est un impact très grand sur la demande en eau qui est accrue. Hein, donc, comment est-ce qu'on peut faire face à cette question, hein? Une demande accrue, or une disponibilité de la ressource moins importante. On a aussi des impacts sur la qualité même du service de l'eau, hein. Un point très, très, très simple, très clair, c'est on a un système de pompage. On va surpomper dans ces périodes de grande sécheresse. On va aller au-delà du niveau on devrait pomper, donc on affecte même les réserves, mais surtout, on a ces risques de dégradation de plus en plus fréquents, effectivement, de ces unités de pompage, hein, qui peuvent aller à pomper jusqu'à sec et qui sont détériorées. Inversement, si on a un événement pluvieux, effectivement, là, important, les inondations, je l'évoquais ce matin, effectivement, on a vu on pourrait prendre tous les pays, mais j'ai toujours en mémoire ce qui s'est passé il y a quelques années à Ouagadougou, hein, en 36 heures, il est tombé 260 ou 300 mm d'eau. Que faire? Même chez nous, qu'est-ce qu'on ferait face à cette situation? Donc, une inondation généralisée. La plupart des équipements électriques liés au pompage hors service, parce qu'ils sont sous l'eau. Événement pluvieux, ça veut dire aussi qu'on est dans un contexte, on l'a évoqué ce matin, où on a essentiellement de l'assainissement non collectif avec des fosses, hein, qui collectent toutes les matières fécales. En cas d'inondation, toutes ces fosses sont inondées. Tous les excrétas qui sont dans l'eau sont dilués dans l'eau avec tous les impacts sanitaires qu'il y a. Pour continuer sur l'assainissement, en revenant sur les périodes très chaude, on peut avoir aussi une dégradation du processus de traitement qui est prévu dans un certain contexte. Et on a des processus biologiques qui peuvent dysfonctionner complètement avec des variations importantes de température. Mais surtout, dans ces périodes, en général, quand on traite des eaux usées, qu'on traite des boues de vidange, l'objectif, c'est d'avoir des eaux en sortie qui sont traitées pour ne pas dégrader l'environnement naturel. Le problème, c'est que si on déverse dans un cours d'eau et qu'il n'y a plus du tout d'eau dans le cours d'eau, les seules eaux qui arrivent sont les eaux du traitement. Donc, il faudrait aller encore beaucoup, beaucoup plus loin en termes de traitement. Donc, on le voit, donc, une diversité d'impacts, hein, autour des services d'eau et d'assainissement qui, au final, ont des impacts sociaux très, très grands, hein. C'est des ruptures complètes de services, rupture d'accès à l'eau, plus d'accès à une eau de qualité. C'est un problème de plus d'accès à des services d'assainissement. Donc, face à ça, effectivement, il est important d'agir, hein, pour s'adapter, hein. Et agir, on l'a évoqué ce matin, c'est déjà des définitions de politique, hein, c'est d'avoir une stratégie qui prenne réellement en compte toutes ces problématiques et de se dire, ce n'est pas attendre qu'il y ait un accident seulement, mais c'est d'anticiper ces accidents, hein, en diagnostiquant, en faisant les études préliminaires nécessaires, mais aussi en essayant de planifier et de renforcer cette capacité de suivi. L'autre point très important, hein, pendant longtemps, quand on se préoccupait d'eau potable, nous, de notre côté, on avait, je dirais même il y a 10 ans encore, on ne se préoccupait pas trop de la ressource. La ressource était disponible. La question, c'était d'organiser un service. De plus en plus, maintenant, il y a une pression telle sur la ressource, une diminution de cette ressource. Alors, c'est
Le changement climatique joue, bien sûr. Il y a aussi, bien sûr, la croissance démographique, donc une demande qui s'accroît. Mais en tout cas, cette problématique, même si on travaille sur la problématique uniquement du service de l'eau, on ne peut plus s'en charger, s'en préoccuper, sans prendre en compte également la question de la gestion de la ressource, le suivi de cette ressource, où est-ce qu'on en est, pour éviter un surusage de cette ressource. Cette réflexion sur justement concurrence entre usages, comment on va pouvoir équilibrer ces usages entre les usages domestiques essentiels et des usages économiques qui eux aussi sont importants pour les pays. Mais je laisserai Jean-Luc revenir sur ces questions qu'il sait très bien prendre en compte. Voilà, donc juste pour illustrer quelques éléments par rapport à ce changement climatique, par rapport à ce que nous on constate essentiellement en Afrique subsaharienne, quelques réflexions de comment on peut s'adapter. Et bien sûr, je l'ai mentionné tout à l'heure, n'oublions pas quand même toutes les mesures d'atténuation que l'on peut aussi considérer. Pour le pompage, effectivement, comment utiliser beaucoup plus le solaire, ça se développe nettement. Comment optimiser aussi les systèmes énergétiquement. On s'est rendu compte des économies par rapport au bon dimensionnement des canalisations, par rapport à la bonne alimentation, même des systèmes solaires. Avec une même consommation d'énergie, on peut avoir un rendement nettement amélioré si on peut adapter. Et sur l'assainissement, c'est aussi une problématique très, très complexe parce que l'assainissement, c'est beaucoup de produits riches en matière organique avec des potentialités d'émissions de divers gaz à effet de serre très importantes. Donc, de voir effectivement aussi quelles sont les formes de valorisation, d'adaptation que l'on peut faire qui évitent au maximum d'accroître encore les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà pour ces quelques éléments d'introduction. Grand merci, donc, cher Christophe Lejallet, donc, pour ces différents mots. Je résume, on est des animaux géniaux, à part que, en l'espace de 2 siècles, on a déréglé le thermostat de la planète. Voilà. Et donc, derrière tout ça, le coup est parti. Et donc, à la fois de l'atténuation, la grande difficulté de l'atténuation, c'est que tous les efforts qu'on va faire, nous, on ne les verra pas, mais nos petits-enfants pourront peut-être, même pas nos enfants, mais nos petits-enfants pourront peut-être les voir. Et arrière-petits-enfants aussi, et puis aussi donc adaptation. Voilà. Donc nos sociétés donc sont dedans. On va être à la fois dans le trop et dans le pas assez. Jean-Luc Redeau connaît bien ces sujets. Il a été directeur de l'agence de d'eau donc à Dour-Garonne, président du groupe Climat Partenariat français donc pour l'eau. Alors peut-être effectivement, on revient sur ce côté d'où venons-nous, c'est-à-dire que nous avons quand même nos amis du GIEC. Maintenant, ça y est, pour les gens, ils ont à peu près compris ce que c'était que le GIEC, donc fait regroupement de 3000 climatologues, 3500, et donc ce n'est pas un laboratoire en tant que tel, mais donc qui compile tous les savoirs là-dessus, en trouvant donc un consensus, mais le consensus maintenant, il est clair et net, c'est-à-dire que sauf de lire de façon, on va dire, encore extrêmement allègre certains ouvrages et joyeuses, on n'a plus de climato-sceptiques a priori dans la salle. Bon, c'est déjà pas mal. Aux États-Unis, si, puisque la Terre est encore plate pour certains. Mais donc, on n'en est quand même heureusement plus là. Qu'est-ce que l'on peut dire? Parce que c'est vrai que le climat a toujours bougé, le climat a toujours donc changé. Ce que l'on voit, c'est donc la rapidité, Jean-Luc, des phénomènes, et c'est ça qui est extrêmement nouveau donc, dans la donne. Où est-ce que l'on en est? On parle de ces fameux 1,5 degré qu'il ne faudrait pas dépasser. Nous sommes déjà en France à plus de 1,5 degré de réchauffement climatique. Ça veut dire que les choses sont inégales selon les régions. Si on se fait un petit point, qu'est-ce que ça donne? Oui, bonjour tout le monde. D'abord, effectivement, je vais surtout vous expliquer, effectivement, dans une première partie, quel est un peu l'état de la situation vu du point de vue des scientifiques. Après ça, on verra les mesures, c'est ce qui est important. Alors, je vous rappelle que dans le climat, il y a 2 instances importantes. Il y a le GIEC, qui est le groupement des scientifiques, qui présente des bilans tous les 3 ans de l'évolution de son diagnostic sur le climat et des mesures. Et puis, vous avez la Convention climat, qui représente les États, qui décident des mesures à prendre. Alors, que nous disent les scientifiques? Je vous rappelle d'abord que c'est très ancien. Le GIEC a été créé en 1990, la Convention climat en 92. Donc, ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on constate que nous avons déjà plus de 1,1 degré de réchauffement des températures par rapport à ce qu'on appelle la période pré-industrielle. Ça, au niveau mondial. Hein.
Voilà, au niveau mondial. Je vais revenir après. Et les scientifiques nous disent, nous sommes sûrs qu'on atteindra 1,5 degré à 2 degrés d'ici 2050, quoi qu'il se passe. Donc après, on pourra essayer de voir si on peut inverser la courbe, mais nous sommes sûrs déjà que 1,5 degré, 2 degrés est fatal. C'est plus grave que ça. Si vous avez observé cette année, il y a une étude qui est sortie, un petit dossier de Météo France, qui explique que pour la France, les simulations montrent que l'on atteindra sans doute 3,8 degrés Celsius à la fin du siècle, dans ce qu'ils appellent une hypothèse médiane, c'est-à-dire pendant l'hypothèse où on est sur la courbe actuelle, où effectivement on n'arrive pas à contrôler les rejets de gaz à effet de serre. C'est 3,8 degrés et c'est 5 degrés dans le sud de la France. Donc c'est énorme. Donc, on est effectivement, ça vous explique pourquoi vous entendez aujourd'hui le ministre de l'Environnement dire qu'il faut peut-être étudier l'hypothèse 4 degrés. La conséquence, évidemment, on a toujours l'habitude de dire au partenariat français pour l'eau que l'eau est le principal marqueur des changements climatiques. On en a parlé ce matin, c'est évident, le cycle de l'eau, il est régulé par la température. Plus il fait chaud, plus vous avez de l'évaporation, plus vous avez du stockage de l'eau dans l'atmosphère. Donc, vous avez à la fois des régions qui vont avoir des pluies violentes et abondantes, ou des typhons, donc des inondations, et des régions qui vont avoir de la sécheresse. Donc, ce phénomène génère à la fois de la sécheresse pour certains et des inondations pour d'autres. C'est-à-dire le trop et le pas assez, c'est ça. Voilà, avec effectivement 4 secteurs de l'eau qui sont très impactés. Les glaces, effectivement, on a une fonte des glaces généralisée sur nos montagnes et sur l'Antarctique. Les mers, on a une hausse du niveau des mers qui s'accélère actuellement. L'air, donc effectivement, et puis effectivement, il y a les terres dont j'ai parlé, avec une grande variabilité. Quand on regarde au niveau, alors l'avantage du GIEC, c'est que pour la première fois dans son dernier rapport, il a présenté des simulations géographiques. Dans les régions qui vont être soumises à des phénomènes de sécheresse accentués, on retrouve une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, la Californie, une grande partie de l'Australie, évidemment toute la Méditerranée. La Méditerranée est une mer qui est plus chaude que les océans, donc qui accentue le phénomène. Une partie de l'Australie et puis une partie sur la Chine et l'Inde. Donc, effectivement, il y a des régions, au contraire, qui seront gagnantes. C'est les régions septentrionales. Donc, ça, il y a des variabilités géographiques. On les retrouve en France. Vous avez Météo France qui propose régulièrement des simulations qui s'appellent DRIAS, qui indiquent quelles vont être les conséquences des changements climatiques pour la France, qui ont été actualisées très récemment. Dans cette région, vous avez plutôt de la chance. Grosso modo, ce qui est dit, c'est que les quantités d'eau qui vont pleuvoir chaque année ne varieront pas beaucoup, mais il y aura plus de sécheresse en été et plus de pluie en hiver. Donc, Ce sera la même quantité, mais la répartition va être différente. Ça veut dire que pour vous, ça peut être plus d'inondations. Et dans le sud de la France, effectivement, par contre, là, il y aura même un déficit sans doute. On dit souvent que le sud de la France va venir par ressembler à l'Espagne. Donc ça, il y a quand même, en France, il y a aussi une grande variabilité. Dernier point qui est très important dans ce que nous disent les scientifiques, il y a des phénomènes qui sont déjà sur lesquels on ne pourra pas avoir de retour en arrière. C'est la température de l'océan, qui a beaucoup augmenté, c'est la fonte des glaces du Groenland, et c'est effectivement la conséquence au niveau des mers. Ça, on a pris jusqu'au prochain siècle. Donc, on n'arrivera pas à changer les tendances sur ces points. Il y a un autre phénomène aussi sur lequel il y a beaucoup de débats en ce moment. Il y a vraisemblablement une accentuation des catastrophes. Les catastrophes, effectivement, c'est les canicules, qu'on a vécu cette année, les feux de forêt, c'est les inondations et c'est les typhons. Ça, c'est un petit peu ce que nous disent les scientifiques au jour d'aujourd'hui, qui tirent la sonnette d'alarme. Et parallèlement, il y a 2 rapports sur l'évolution des gaz à effet de serre. Ils ont montré qu'on n'arrive pas à inverser la courbe pour l'instant. Et puis, il y a l'évolution sur l'adaptation, 2e rapport qui est important. Là, donc, je dirais, ça, c'est d'où on part. Peut-être juste avant d'où on part aussi, qu'est-ce que d'où on part? Deuxièmement, qu'ont décidé les États, je verrai après ça, je vous parlerai de la dernière COP. T'inquiète pas, on va le faire. Mais... À Paris, puisque effectivement, ce qui est le juge de paix aujourd'hui, c'est théoriquement l'accord de Paris de 2015. À Paris, nous avions décidé, c'était très, très important, qu'on gardait un objectif de limiter la hausse du réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degré Celsius, qui était une demande
des pays les plus menacés, c'est les petites îles qui menacent de disparaître, le Pakistan. On avait décidé qu'au lieu d'avoir des mesures impératives, on demanderait aux États de présenter des programmes cohérents avec cet objectif de degré. On mettrait en place un mécanisme de compensation pour les pays du Sud, c'est le fameux article 6, notamment qui permet d'acheter des crédits carbone, avec ça de financer un fonds, qui est le fonds d'adaptation, qui est très utile. Qu'on s'engagerait à mettre enfin les 100 milliards promis pour aider les pays du Sud à s'adapter. Ils attendent. Et qu'on augmenterait l'adaptation. Et puis, il y avait une demande particulière, effectivement, des pays les plus menacés, c'est d'ouvrir un dossier sur les pays les plus pauvres menacés de catastrophe. Alors, on va voir maintenant. Voilà, cher Jean-Luc, on va arriver effectivement sur la présence des acteurs donc à la COP27, parce que là, ça n'a pas quand même été non plus extrêmement réjouissant. Juste se rappeler une toute petite chose, parce que là, vous êtes très au point, c'est-à-dire qu'on dit 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, c'est pas du climat, c'est passer du bien du climat, et c'est pas de la météo. La météo, c'est ce qui est sur le pas de votre porte aujourd'hui à Metz ou n'importe où, donc ça peut varier donc très rapidement. Il y a simplement dans le summum, on va dire, de l'ère glaciaire, c'est-à-dire il y a à peu près 25 000 ans, 20 000 ans, on va dire 20 000 ans, il y avait 5 degrés de climat en moins. Ce qui veut dire qu'à la place d'avoir des touristes anglais dans le Périgord, vous aviez des mammouths et des bisons qui étaient dessinés sur les grottes. Voilà. Donc, c'était ça. Vous voyez, c'est pour juste un tout petit peu voir les choses. C'était quand même assez compliqué. Et donc là, il y a toujours eu, donc on le disait, réchauffement et après donc refroidissement. Moi, je dis toujours aux gens, mais vous avez raison, il y aura une glaciation. Dans 90 000 ans, vous aurez effectivement une glaciation avec tous les aspects, on va dire, naturels qu'ont mouliné donc les gens du GIEC. Mais une fois que vous avez donc retiré, je ne peux pas dire de bêtises, Jean-Luc, tous les éléments naturels qui font les réchauffements et les refroidissements de notre planète, si vous retirez l'homme de l'équation, vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est réchauffé aussi vite. Autrement dit, ça a été une preuve par défaut. Ça s'est passé comme ça. Et effectivement, l'être humain est un animal qui est assez génial, et il invente la machine à vapeur. On ne remerciera jamais assez M. James Watt. Voilà. Donc ça a été des progrès de folie. Mais derrière, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir forcément ce que l'on faisait. Les premiers, non pas rapport du GIEC, mais études sur le climat, c'était 1821 quand même. Un Français, M. Fourier, chimiste de son état. Donc ça a été ça. Donc c'est une histoire qui est ancienne. Et aujourd'hui, tu as très bien dit, c'est-à-dire que le coup est parti. Si on devait fermer tous les robinets de gaz à effet de serre, à savoir donc le cher CO2, mon amour ou pas, donc dioxyde de carbone, le CH4, donc le fameux méthane, qui va être une star dont vous allez entendre de plus en plus parler aussi, celui-là, et pas simplement par la rumination des bovidés. Ça va être aussi par le relargage donc, de ce méthane dans toute la partie arctique terrestre, qui représente 1/5 des terres émergées. Bon. Et puis aussi le protoxyde d'azote, pour faire très simple, si on devait fermer tous ces robinets aujourd'hui, ce qui est absolument impossible, il faudrait au minimum 150 ans à 2 siècles pour revenir à un équilibre à peu près correct. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir. Ça veut dire qu'il va être totalement différent. Je dis ça à nos jeunes, parce que c'est très compliqué de leur dire, attendez, on vous balance dans une chaudière, quoi, en quelque sorte, et qu'est-ce que ça va être ma vie demain dans ce siècle? Eh bien, il y en aura. Ça va être autre chose. Vous allez faire moins de conneries que vos parents et vos grands-parents, même s'ils ne le savaient pas forcément d'ailleurs. Ils ont cru bien faire aussi, mais ça va être autre chose. Et donc, vous allez avancer sur un chemin qui sera plus étroit, parce qu'on vous demande en gros de courir le marathon avec un sac de 30 kilos sur le dos. C'est à peu près ça pour tous les jeunes qui sont dans la salle. Mais malgré tout, il y a quand même des possibles. Ça, c'est aussi un petit peu la bonne nouvelle. La COP27, donc qu'est-ce que l'on peut dire, cher Jean-Luc? La COP27. Bon, alors, une COP, c'est un grand barnum, je vous rappelle. Vous avez à la fois des représentants de tous les États qui négocient effectivement à l'évolution des décisions des États et notamment les contributions qu'ils proposent pour réduire les gaz à effet de serre. Et puis, vous avez tous les acteurs privés, collectivités locales, ONG, qui sont là pour faire de groupes de pression ou présenter leurs bonnes solutions. Initialement, c'est vrai que le milieu du climat, c'est plutôt un monde de l'énergie et de climatologues. Mais au fur et à mesure que la situation se dégrade, l'adaptation devient un problème de plus en plus
prenant. Et effectivement, on voit les pays en développement monter au créneau pour dire nous demandons qu'on nous aide à nous adapter aux conséquences des catastrophes qu'on nous prépare. Donc l'adaptation progressivement a pris de l'importance de COP en COP. Alors nous sommes à la 27e réunion. Nous, cette année, sur le dossier de l'eau, nous avons plaidé 4 sujets importants. Un premier sujet qui porte sur les services d'eau potable et d'assainissement, pour montrer que les services d'eau potable et d'assainissement sont capables aujourd'hui de s'adapter, mais aussi de réduire assez fortement leur impact climatique. On estime qu'actuellement, un service d'eau et d'assainissement représente entre 4 et 7% de l'énergie consommée par une ville. Donc, ce n'est pas négligeable quand même. Hein. Ce n'est pas majeur, mais ce n'est pas négligeable. En fait, on peut beaucoup progresser en agissant sur 2 facteurs. D'abord, sur la partie, effectivement, consommation d'énergie. Les grandes consommations d'énergie, c'est l'approvisionnement, c'est le transport et c'est le traitement. Donc là, on peut beaucoup réduire la demande. Et puis surtout, on peut beaucoup agir, et ça qui est plus important, en adoptant tout ce qu'on appelle les principes de l'économie circulaire. C'est les économies d'eau. Alors qu'évidemment, la mesure numéro 1, quand on économise de l'eau, on est sûr qu'on économise de l'énergie, on économise de tout. Ça, c'est très important. Donc les réductions de fuite, c'est très important. C'est les économies d'énergie et c'est l'autoproduction d'énergie qui est assez importante. Un des impacts annexes des services d'eau, c'est la production de méthane et de NOx, notamment sur la partie traitement, qui est important. Et je vous rappelle que le méthane, c'est un gaz qui est beaucoup plus puissant en matière de réchauffement climatique que le gaz carbonique. 25 fois, mais il reste moins longtemps quand même dans l'atmosphère. Et donc, on a aujourd'hui des méthodes pour effectivement récupérer le méthane et produire de l'énergie. Et on a l'habitude, les distributeurs d'eau ont l'habitude de dire qu'une station d'épuration devrait être autonome énergétiquement à l'avenir et que même on peut imaginer que les services d'eau deviennent autonomes énergétiquement. Donc là, il y a des progrès phénoménaux qui sont possibles. Et donc ça, nous on va en parler avec Alexandre tout à l'heure, Folmer d'Hydreos, parce que là, c'est vraiment aussi le... Voilà. Alors, on a publié une étude qui peut vous intéresser, où il y a 13 cas de collectivités en France qui ont expérimenté ces voies pour voir comment réduire l'impact carboné de leurs services. Et donc, c'est 13 cas intéressants. Ça vaut pour les collectivités, mais ça peut valoir pour les petites collectivités rurales. Comme je dis souvent, chez nous, on a abandonné le château d'eau. Oui. Mais enfin, finalement, quand on est dans une communauté villageoise complètement isolée, où on n'a pas la chance d'avoir de l'électricité en appuyant sur un bouton, après tout, utiliser les énergies renouvelables et le château d'eau comme système de stockage d'énergie, c'est une idée qui mérite d'être réhabilitée. Alors, on ne le fait pas chez nous, parce que le château d'eau, on n'en voit plus. Mais tout ça pour dire que les solutions, on peut imaginer toujours, pour l'Afrique, il faut imaginer des solutions innovantes. Il faut imaginer effectivement que on va mettre un système énergétique qui va desservir la petite communauté villageoise complètement isolée. Donc ça, c'est assez important. D'autres sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé cette année, c'est les risques, avec notamment le cas de la Méditerranée. Mais ceci dit, vous savez que ça concerne aussi le Nord. Si vous avez remarqué, on a eu de graves désordres sur la Vésubie il y a 2 ans. Mais les Allemands ont eu des graves désordres sur, je ne me rappelle pas comment s'appelle la rivière qui alimente Cologne, là, oui, où il y a eu plus de 200 morts il y a 1 an. Et donc, en fait, les inondations catastrophiques ne menaceront pas que les côtes méditerranéennes. Ça va menacer aussi quand même l'Europe du Nord. Ça, c'est une solution. Autre point sur lequel nous insistons toujours au PFE, c'est promouvoir des solutions fondées sur la nature chaque fois qu'on le peut. Ça, c'est évident qu'il vaut mieux accompagner la nature que les technologies. Et puis, un dossier assez compliqué à traiter, par contre, c'est l'agriculture. Si vous voulez, quand on voit les simulations d'IGEC, on ne s'en sortira que si on mobilise aussi les puits de carbone. Alors, il est évident que le principal puits de carbone, c'est les océans. Les océans, ils n'en peuvent plus. Ils sont acidifiés, réchauffés. Visiblement, les scientifiques disent que les océans n'en peuvent plus. Mais alors, du côté de la nature, il y a l'agriculture et les forêts. C'est des dossiers sur lesquels très difficile d'avancer. C'est un peu la bouteille à l'encre. On sait qu'il y a un potentiel, mais il y a aussi effectivement des phénomènes économiques qui font qu'on n'avance pas. Vous avez aussi ceux qui imaginent qu'il y aura les technologies. Les technologies, la géo-ingénierie, les technologies, c'est ce qu'on appelle les fameuses BECSS. Oui. C'est ceux qui imaginent qu'effectivement, après tout, mais pourquoi ne pas produire des cultures à vocation énergétique, fabriquer de l'électricité
Et puis le CO2 qui sort de ceci, on va le stocker en grande profondeur. Il y a eu quelques tentatives du côté des Américains. Nous, on a fait une petite étude là-dessus qui est intéressante, qui mérite d'être. Les grands producteurs industriels, c'est la sidérurgie et les cimenteries, devraient être les premiers à utiliser ces méthodes. Ils n'y croient pas parce qu'aujourd'hui, le prix du carbone n'est pas assez cher. Donc, c'est des voies qui actuellement n'avancent pas. Bon, les enjeux qu'il y avait à la COP27. Bon, le premier enjeu, c'était l'atténuation. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la ligne de 1,5 degré ou 2 degrés. Donc, est-ce que les États sont prêts à présenter des engagements qui vont plus loin que ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui? Clairement, à cette COP, il n'y a rien eu. Que ce soit la Chine, les États-Unis, les États n'ont pas fait de proposition. Il y avait un débat très important aussi sur l'atténuation. Faut-il être clair? C'est ce qu'on appelle l'abandon du charbon et l'abandon des subventions aux énergies fossiles. C'est-à-dire que le charbon représente encore à peu près 42%, me semble-t-il, excusez-moi pour le pouillem près, de l'électricité fabriquée donc, dans le monde. Donc, à base donc ça, c'est déjà un problème qui avait été posé à la COP de Glasgow et donc qui n'est toujours pas résolu. Et sinon, quand on regarde, effectivement, quand je vois cette COP, il y avait beaucoup de solutions qui portaient sur les nouvelles technologies. Bon, alors effectivement, c'est l'hydrogène, c'est la ferme verticale, l'avion du futur à hydrogène. Donc, tout le monde se gosse de l'hydrogène comme la solution. Par contre, pas grand monde parle de la sobriété. Pourtant, la sobriété, les changements de mode de vie, quand on regarde dans le rapport du GIEC, c'est important, c'est cité. Mais ça, c'est un sujet qui ressemble trop à la décroissance et qui fait peur. C'est un gros mot. Mais quand même, notre président de la République, alors nous l'a quand même sorti, évidemment que c'était pour sobriété sur la consommation d'eau et sobriété énergétique, ça n'allait pas plus loin. Mais quand même, c'est arrivé sur la table. Mais c'est arrivé par l'énergie, par la sobriété Absolument. imposée. Et donc, on va beaucoup en parler sans doute pour les services d'eau. Le problème, c'est quand on va arriver à l'agriculture, que c'est un gros problème. C'est toujours le problème qui a été posé tout à l'heure avec la démographie. Il faut produire plus, c'est la position du monde agricole, et il faut de l'eau pour produire. Donc ça, il y en a un vrai enjeu. Mais il faut quand même, on va le rappeler, il faut 2 tonnes de pétrole, 1 tonne 8 de pétrole pour fabriquer 1 tonne de pesticides. Voilà. Donc c'est ça aussi l'agriculture actuelle, puisqu'on a transformé depuis les années 50. Et j'en veux pas, moi, à nos anciens, je ne vais pas les fustiger, etc. Vraiment pas. Je n'aurais pas forcément fait mieux donc, à l'époque. Mais on a transformé donc l'agronome, qui était l'agriculteur, en parfait petit chimiste. Donc ça a été ça. Et donc, il y a de nouveau cette bascule à opérer qui est très compliquée. Hein. Je tiens en une phrase, mais je sais que pour le faire, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas en tapant sur les agriculteurs non plus que ça fonctionnera. Ce n'est pas non plus les gentils bio d'un côté et les salopards de conventionnels de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, effectivement, il faut montrer des exemples, il faut montrer des choses qui se passent. L'agriculteur, il est très pragmatique, hein, écolo, pas écolo. Si des choses fonctionnent, s'il peut consommer moins, s'il peut avoir un revenu d'essence, ce qui n'est pas toujours le cas, sauf pour les céréaliers qui sont les enfants gâtés de toute façon de ce pays, par la PAC, on ne bougera pas. Mais donc là, il y a une clé quand même extrêmement importante. Le deuxième enjeu de la COP qui vient d'avoir lieu, c'était la demande des pays du Sud de renforcer l'adaptation. L'objectif, je vous rappelle, qui avait été accepté, c'était que les États gros producteurs de gaz à effet de serre mobiliseraient 100 milliards par an pour aider les pays du Sud. L'OCDE a montré qu'on était arrivé à 80 milliards en 2020, je crois, et qu'on n'avait pas bougé depuis. Et donc, les 100 milliards, ils ne sont pas là. Donc, il y a eu une grande campagne des pays du Sud sur le thème les États donateurs ne respectent pas leurs engagements. Et donc, c'était un conflit très important à cette COP, avec des priorités sur l'adaptation qui sont clairement identifiées. Alors, on peut être content de voir que l'eau arrive dans les priorités, arrive en priorité avec l'agriculture, les risques et la santé. Donc, ça, c'est... Mais effectivement, là, il y a une grande insatisfaction sur le financement. Ce qu'il faut voir, quand je dis 100 milliards, ce n'est pas que pour l'adaptation, parce que les 100 milliards, c'est pour l'adaptation et l'atténuation, ou des opérations mixtes comme les économies d'eau. Aujourd'hui, la plus grande partie de la finance climat va à l'atténuation. L'atténuation, c'est plus intéressant pour eux. Parce que c'est l'énergie, c'est les transports. Ça veut dire que c'est plutôt aller aux pays émergents qu'aux pays les plus pauvres. Il faut être bien clair.
Bon, mais on peut remarquer quand même que progressivement, l'adaptation progresse. Voilà ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, quand même, l'atténuation reste le principal champ d'action des financements climat. Les financements climat, il y a une multitude de fonds. Il y en a deux plus importants, deux spécifiques, je vous rappelle. C'est le fonds vert pour le climat, c'est plusieurs dizaines de milliards. Et puis un petit fonds que le fonds d'adaptation, qui est bien aimé du pays du Sud et des ONG, parce qu'il intervient sous forme de dons sur des petits projets. Je vous le signale, on le signale souvent parce que la France, curieusement, mobilise peu ce fonds, ce qui est un peu dommage, je pense. Alors, le dernier sujet, effectivement, qui a failli faire capoter cette COP, c'est ce qu'on appelle le dossier Loss and Damage, qui était notamment qui a fait une campagne très forte du Pakistan et des petites îles. C'est effectivement le sort des pays les plus menacés, ceux qui effectivement ne vont pas s'en sortir. Donc, ils ont demandé qu'on ouvre un nouveau fonds. Et la COP a failli capoter sur ce sujet, d'ailleurs. Et au dernier moment, les pays donateurs ont accepté d'ouvrir un nouveau fonds. C'était une condition pour maintenir la solidarité entre tous les pays à cette COP, je dois dire. Ça, c'était un problème très important. Et tu nous fais une petite dernière, là, ce que tu veux, comme pas en conclusion. Oui, mais... j'ai terminé à peu près. Sinon, tu reviens tout à l'heure, tu pourras rebondir sur les uns et sur les autres. Non, mais c'est vrai, c'est pour le... Je peux dire pour la COP, les sujets pour la prochaine COP. À mon avis, c'est ça qui est important. Bon, d'abord, que fait-on de ce 2 degrés qui est un peu... que fait-on des désordres à long terme? Que fait-on sur le fait que les États ne sont pas aujourd'hui au rendez-vous? Réussit-on effectivement à résoudre ces problèmes de l'adaptation et des 100 milliards? Les points de vigilance, c'est l'eau, sécurité alimentaire, les risques. Une accélération pour le climat qui est critique. Et puis, on va clair que les changements climatiques, c'est les facteurs d'injustice. C'est particulièrement vrai pour l'eau. Pour l'eau. J'avais passé 2 diapos, je ne sais pas si on peut les passer quand même, parce qu'on a quand même publié au PFE des études qui peuvent vous être utiles. Alors, il y en a une, je ne sais pas si vous pouvez les passer, là, nos diapos. Là. Il y en a, ça marche ou pas? Oui, il y a une première jeu de publication sur les solutions des acteurs de l'eau. Un deuxième jeu de publication qui est important, c'est sur la connaissance. Parce que le problème de l'eau, contrairement au climat, c'est qu'il est quand même local. Comme j'ai dit, il y a les gens, c'est les inondations, d'autres, c'est les sécheresses. Donc, il faut effectivement, ça suppose d'avoir des systèmes d'observation des débits, de la qualité des eaux, des prélèvements et des rejets importants, qui souvent n'existent pas. Et donc, il y avait une étude intéressante qu'on avait menée, c'est de savoir si en Afrique, on ne pouvait pas, par la télédétection, on a des pays qui sont sous-équipés, faire des sauts. Ça, c'est important. On a sorti une étude technique un petit peu intéressante donc, sur les BECSS. L'étude que je vous ai appelée là, sur les services d'eau potable et l'assainissement. Et cette année, on lance une étude sur l'impact des diverses sources d'énergie sur l'eau. C'est notamment important à cause du problème de l'hydrogène qui sort à toute vitesse. Bon, en plus, on a sorti une petite vidéo qui est une vidéo de sensibilisation qui a beaucoup plu, puisque effectivement, on voit Paris inondé et les rats envahir la ville. Super. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà sinon, merci de votre attention. Et puis... Je signale qu'il y a 2 prochains rendez-vous qui sont importants. Bon, il y a la conférence de l'ONU sur l'eau qui a lieu en mars, puis la prochaine COP qui est organisée par les Émirats arabes unis. Donc nous avons comme président que le sultan Jalbert, qui est à la fois le ministre de l'Industrie et donc ministre aussi donc, du pétrole, qui va être le président de cette affaire-là, et qui nous dit que il n'est absolument pas question de diminuer la croissance, mais sans diminuer la croissance, eh bien, nous allons effectivement nous évertuer à ne pas dépasser les 1,5 degré. Voilà. Et c'est un vrai problème, ces pays parient sur les technologies. Moi, j'étais frappé à la COP. Quand on va sur le pavillon des Émirats arabes unis ou du Koweït, c'est tous, effectivement, c'est les techniques du futur pour... il n'y a rien. C'est donc, effectivement, ils parient entièrement sur les technologies pour penser qu'on va résoudre le problème. Moi, je crois que ça ne suffira pas. Enfin, c'est un peu l'avis des gens du GIEC, c'est de dire, si on ne veut pas agir aussi un peu sur les modes de vie et la sobriété, on ne s'en sortira pas. D'autant qu'il faut, parallèlement à la réduction des gaz à effet de serre des pays gros émetteurs, il faut penser qu'il y a les pays pauvres, il y aura quand même 3 milliards d'habitants de plus peut-être d'ici la fin du siècle, et des gens qui n'ont pas souvent des services essentiels qu'il va falloir équiper. Et cet équipement, il nécessitera de l'énergie.
Donc, il faut à la fois résoudre deux problèmes, faire face aux besoins des pays en retard, et puis nous, peut-être un peu voir comment est-ce qu'on peut être diminuer notre pression sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on aura besoin à la fois d'un tiers de comportemental, ça c'est-à-dire nous et nos schizophrénies latentes ou quotidiennes. On aura un tiers d'organisationnel, ça c'est le rôle du politique. Et ce sera aussi extrêmement important. Et puis, bien sûr qu'on aura besoin de sciences et de techniques. Il ne s'agit pas du tout de les opposer. Mais ne miser que sur de la technique, c'est de la folie. On le sait que ça ne marchera pas. Voilà. C'est nécessaire. Mais si on n'est que dans du green capitalisme, l'affaire ne va pas fonctionner. C'est un peu ça qui est derrière. Donc, on est là. Donc, voilà. Alors, on est dans un monde à la fois merveilleusement fracassé, mais dont je vous le disais, mais aussi avec des possibles. On est sur une fin de civilisation complètement démente, mais par ailleurs, je reviens là-dessus, il y a des possibles. Voilà. Ça ne va pas se faire comme ça. Alors, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'un monde à 2 degrés, qu'est-ce que deviennent nos démocraties ? Est-ce que nos démocraties sont capables de résister aussi à cela? Et je dis souvent que si les politiques ne font pas leur boulot, ça va être les réassureurs qui vont le faire à leur place. Je fais un raccourci exprès. Mais les réassureurs sont très au point. Ils sont à peu près une vingtaine, les Suissereux, les Münchereux, les Lloyd, etc. Moi, je les ai fréquentés et tout. Ce n'est pas des écolos. Ils s'en foutent. En revanche, non, ils ne s'en foutent pas. Parce que justement, ils ont cartographié, si vous voulez, l'Europe, kilomètre par kilomètre. Et par kilomètre carré, ils savent très bien quelles sont les zones qui peuvent être submergées, submersion, les zones de rétractation et de gonflement pour les maisons donc, qui vont craquer. Là, on est plutôt dans de la Marne, région parisienne, enfin, etc. Enfin, si je parle que de la France. Les zones où vous avez donc du radon, ça, évidemment, ça se libère, c'est à partir du granit, mais ça ne relève pas du réchauffement climatique. Les zones à incendie, les zones où, effectivement, il peut y avoir donc davantage de tempêtes, c'est tout ça qu'ils ont cartographié. Et donc, la petite case 4 nat, elle va obligatoirement augmenter. Autrement dit, catastrophe naturelle. Ça va être ça. Ça ne résout pas forcément le problème de nos amis qui sont loin. Et donc, à quelques quand même milliers de kilomètres d'ici, nous attend Fatimata Barro-Sanogo. Donc, bonjour à vous, Fatimata. Grand merci d'être avec nous, parce que donc, vous êtes l'ancienne directrice du partenariat de la coopération de l'Agence de l'eau, donc au Burkina Faso. Est-ce que nous sommes avec vous? Voilà, je ne sais pas si vous êtes avec nous. A priori, vous m'avez dit oui. Oui, je vois bonjour, je suis là. Ouais, super. Donc, c'est bon, là, vous êtes avec nous. Donc, bon, c'est un peu chaud, on le sait, on l'a bien compris politiquement entre le Burkina et donc la France. On rappelle que vous êtes un pays donc, avec 22 millions d'habitants. C'est un pays donc, qui doit faire 200, je crois, 70 000 km². Et puis, dans cette province, donc, du Moun, ça, c'est très intéressant et c'est aussi assez exemplaire parce que ce Moun, je crois que c'est le seul cours d'eau qui fait plus de 800 km, donc qui court et qui est donc cours d'eau qui est permanent avec quand même un très joli bassin versant. Alors, évidemment, on sait que l'eau est une ressource qui est vulnérable. Elle l'est en Europe, elle l'est en France, elle l'est peut-être encore plus chez vous. Comment ça se traduit, la vulnérabilité, parce qu'on va parler d'adaptation avec vous, Fatimata, mais comment se traduit la vulnérabilité de l'eau chez vous? Ok, merci bien, merci à tout le monde. Effectivement, vous l'avez très bien peint la situation de mon pays. C'est vrai que ce n'est pas très au top les relations, mais en réalité, nous sommes des techniciens, donc nous devons continuer à travailler. Ok, pour ce qui concerne la vulnérabilité au niveau du Burkina Faso et particulièrement les ressources naturelles et l'eau surtout, il faut reconnaître que depuis les années 70, comme ça a été dit, nous sommes aussi sous l'effet des changements climatiques, les sécheresses dans la partie nord. Il y a également les inondations avec les fameuses inondations de 2009 à Ouagadougou. On avait recueilli une grande quantité d'eau. Mais la région de la boucle du Moun, on dira que ce n'est pas la seule région qui est traversée par le Moun parce que le Moun traverse 6 régions, hein, en gros. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le bassin du Moun, on dira qu'effectivement, la vulnérabilité se traduit par une surexploitation parce qu'il fait plus chaud, donc on a besoin de beaucoup plus d'eau. On a également l'agriculture qui est la grande consommatrice de l'eau puisque la saison hivernale est de plus en plus courte. Donc, ça fait que les gens se rabattent sur les contre-saisons, les cultures de contre-saison. C'est une zone qui est à la fois donc, rurale et avec aussi beaucoup d'agropastoralisme. Exactement.
c'est rural et agro-pastoral. Voilà. Donc, les activités majoritaires sont l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend les besoins en eau, c'est l'agriculture qui vient en tête en termes de besoins en eau. Avec les changements climatiques, ça s'est accentué parce que les sécheresses et la période humide qui est un peu de plus en plus courte. Donc, on se rabat sur les cultures de contre-saison. Et qui dit culture de contre-saison, on dit nécessairement besoin en eau. Et ces besoins en eau sont ressentis par l'ensemble des populations. Donc, il y a également la perte des terres cultivables. Voilà, parce que les sécheresses, donc vous savez très bien, avec souvent des inondations, ça fait que les bonnes terres aussi, on les perd. Donc, vous voyez, donc cette vulnérabilité s'est traduite, c'est l'eau, c'est également aussi les ressources de production pour ce qui concerne les agriculteurs et les éleveurs. Et lorsqu'on prend également la variabilité au niveau de la température, effectivement, l'eau est soumise à une température un peu élevée parce qu'elle subit des évapotranspirations très importantes. Et lorsqu'on associe à cela les activités anthropiques qui privent l'eau de sa protection naturelle, à savoir les forêts, galeries et autres, donc cela entraîne nécessairement une vulnérabilité encore plus accentuée de la ressource. Et donc, cela se traduit par les cours d'eau qui étaient au départ permanents deviennent intermittents, par les sources d'eau qui alimentaient ces cours d'eau, on les perd totalement ou ces sources-là deviennent intermittentes. Donc, voici un peu ce qui concerne la vulnérabilité pour ce qui concerne les ressources. Qu'est-ce que l'on fait maintenant en matière d'adaptation? Je sais que vous travaillez avec le soutien de l'OIO, avec l'agence de Seine-Normandie. Donc, il s'agit pour vous maintenant de vous adapter. Il y a eu évidemment une surexploitation aussi de l'eau. Ça veut dire que ça doit passer par de l'éducation, ce qui n'est jamais très simple aussi des différentes populations. Mais comment fait-on? Je crois que vous avez mis, vous êtes parti sur un état des lieux des zones humides, qui sont quand même notre avenir. Donc, c'est extrêmement important. Donc, que faites-vous? Donc, pour vous adapter concrètement sur ce bassin, qu'est-ce que vous réussissez à faire? OK, merci bien. Effectivement, on est parti sur les zones humides. La première des choses, on a d'abord cherché à comprendre quelles sont les zones humides dont nous disposons. Et nous avons été appuyés par l'OIO. Mais bien avant ça, on avait fait l'inventaire des zones humides. Voici, on dit les zones humides, c'était l'environnement, le ministère de l'Environnement qui l'avait fait en son temps. Et l'inventaire des différentes sources d'eau qui alimentent nos différents cours d'eau pour les maintenir pendant la saison sèche. Avec l'étude de l'OIO, ça nous permet maintenant d'aller à l'opérationnel. Donc, ce n'est pas seulement identifier les zones humides, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les aménager, comment est-ce qu'on peut les maintenir de façon durable pour qu'ils soient profitables à la biodiversité. En plus de cela, nous avons également monté ensemble avec l'OIO et Seine-Normandie un grand projet intégré qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations des populations pour ce qui concerne les aménagements, ce qui concerne la protection de l'utilisation rationnelle de l'eau et surtout moins de gaspillage. Donc, ce sont un peu ce que nous avons fait ensemble avec aussi des institutions opérationnelles qui nous ont appuyés pour opérationnaliser. Je le disais que on a l'AGIR qui est en marche au Burkina Faso, puis c'est l'agence de l'eau même est un produit de l'AGIR. C'est l'opérationnalisation de l'AGIR qui a conduit à la création de l'agence de l'eau. Donc, en plus des agences, il y a des structures qui nous accompagnent comme les polices de l'eau. La police de l'eau aussi, également, on a été appuyé par l'Office national de l'OIO et puis Seine-Normandie pour l'opérationnalisation de la première police de l'eau qui se trouve dans notre bassin, le bassin du Boumou. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, il y a à la fois la police de l'eau, mais il y a aussi, je dirais qu'il y a la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'il y a aussi la récompense des habitants. Là, vous travaillez aussi alors parce que l'on entend bien que c'est qu'une intervention, donc des interventions qui sont intégrées. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas on fait un puits quelque part, etc. et tout. Non, non, on essaye d'avoir une politique de bassin, ce qui est votre cas. Est-ce qu'on essaye donc aussi de récompenser, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais de récompenser la population pour les soutenir, Oui, on peut dire oui, mais ce n'est pas une récompense directe puisque j'ai omis de parler de la contribution financière en matière de la CFE qui est opérationnalisée chez nous, c'est opérationnel. Maintenant, ce sont des ressources qui sont collectées pour protéger l'eau. Ça va dans le domaine de l'eau uniquement. Donc, ces populations qui, en tout cas, souhaitent nous accompagner dans cette mission-là, on leur apporte notre contribution financière, l'assistant technique, pour qu'ils puissent nous aider, en tout cas, à intervenir là où nous ne pouvons pas vraiment intervenir. Et aussi, nous sommes dans le contexte de l'AGI, donc c'est la subsidiarité. Donc, chaque acteur est appelé à s'investir, est appelé à intervenir. Maintenant, il se trouve qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour certains. Donc, pour cela, nous intervenons pour les accompagner financièrement, pour qu'ils puissent travailler et contribuer à la protection de la ressource. Qu'est-ce qui vous donne espoir? Petit mot de fin quand même dans cette affaire-là, parce que
Bon, voilà, le monde, on le connaît, on ne va pas se gratter pour se faire souffrir, ce n'est pas la peine. Mais qu'est-ce qui vous donne quand même espoir aujourd'hui dans le boulot, dans le métier que vous faites et de ce que vous voyez, vous, sur le terrain, sur votre bassin du Mouhoun? OK. Ce qui me donne espoir, c'est que je pense et je suis convaincue que le développement ne passera que par les interventions intégrées. Et l'Agir en est un très bon tremplin et avec au centre l'eau. Sans l'eau, on ne pourra rien faire. Un grand merci à vous. Donc, on vous laisse, mais en tout cas, c'était très bien d'avoir ce lien. Je vous en prie, ne bougez pas parce que là, nous avons une question. Je vous en prie, monsieur, avec grand plaisir. Vous avez levé la main, donc on vous passe si vous avez un micro. Voilà. C'est peut-être une question pour vous. Fatimata, ne vous sauvez pas, je vous en prie. Oui, bonjour madame. Je suis avec vous, je suis Bonjour madame Sanogo, je vous ai bien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, la question vous est destinée. Ça concerne finalement un plaidoyer concernant les nomades dont vous êtes certainement au courant. Ils ont été interdits de nomadisation au Bénin vers vos frontières et votre territoire burkinabé. Depuis 2 ans, le gouvernement béninois a interdit la nomadisation des gens, des Peuls notamment, vers votre territoire, puisque c'est une zone de nomadisme ancestral. Et les nomades ont une pratique écologique la plus performante au monde, puisqu'ils suivent la ressource en eau en fonction du pâturage, et c'est donc le pâturage qui décide où va être localisé le campement et le troupeau. Donc ça, je ne vous apprends rien, vous êtes né là-bas, c'est ce que vous connaissez. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Donc, compte tenu de cette situation de besoin des populations nomades, quelle est l'intégration de ces populations nomades que vous avez également dans votre région, au Burkina, au sein de vos programmes d'accès à l'eau, au-delà de l'eau potable, mais aussi de l'eau en général, puisque souvent les activités agricoles prennent le pas sur les besoins ancestraux des populations nomades. Merci. Et j'espère que le Burkina ne fera pas ce choix politique désastreux. Merci. OK. Je peux aller? Oui. OK, merci bien pour la question. Effectivement, c'est très important ce que vous venez de dire, puisque l'agriculture occupe une place importante dans l'économie du Burkina Faso. Et les autorités l'ont compris pendant longtemps, hein, puisqu'ils ont délimité un certain nombre de zones au niveau de l'Ouest où le nomadisme est très développé. Donc, les nomades se déplacent du nord vers l'Ouest, vers l'Est, pour le pâturage, pour l'eau également, les différents points d'eau. Et ce ne sont pas même les nomades du Burkina seulement. Nous accueillons également les nomades des pays voisins comme le Mali qui traversent notre frontière et viennent jusqu'au niveau à l'intérieur et se retrouvent même parfois jusqu'à la frontière du Ghana, hein, pour pour avoir de l'eau, le fourrage pour les animaux. OK. Pour ce qui concerne notre bassin, nous avons travaillé auprès des autorités à ce que tout aménagement intègre le volet élevage, c'est-à-dire comment est-ce que les animaux peuvent être pris en compte pour ce qui concerne l'abreuvement, le pâturage, les zones de pâturage, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre eux et les agriculteurs. Et pour aussi favoriser la sédentarisation, ou même si ce n'est pas une sédentarisation, pour qu'ils puissent rester un peu à l'intérieur du pays. Parce que lorsqu'ils se déplacent, il y en a ces mouvements pendulaires dont vous parlez là, souvent ils ne reviennent plus. Il y en a qui s'installent définitivement dans les pays frontaliers avec le Burkina Faso, certains reviennent. Et donc, c'est une perte pour le pays lorsque ces animaux partent et ne reviennent pas. Nous travaillons également à ce qu'il y ait des pistes à bétail, des couloirs à bétail, pour qu'on puisse faciliter l'accès aux ressources naturelles et sans aussi compromettre leur vivre ensemble avec les agriculteurs qui sont sur les routes, puisque les champs généralement sont sur les passages des animaux et ça entraîne la majeure des temps des conflits. Ensuite, la pression sur la ressource eau, c'est vrai, les animaux en ont besoin, l'agriculture a besoin, mais l'élevage est priorisé. Voilà, lorsque les animaux sont là et qu'on doit faire le choix entre l'abreuvement des animaux et l'agriculture, on fait le choix de laisser abreuver les animaux avant de passer à l'agriculture. Donc, pour dire qu'à travers des concertations, à travers des zones où, en fonction des activités que nous menons dans la zone, il y a des critères d'accès à l'eau que nous avons pu mettre en place à travers des textes qui sont régis qui régissent la gestion de l'eau au Burkina Faso. Donc, pour dire qu'effectivement, la question
et de l'élevage est très bien prise en compte pour ce qui concerne les actions d'aménagement et de développement, pour ce qui concerne le bassin du Moun, mais de façon générale au Burkina Faso. Eh bien, merci beaucoup à vous donc, pour toutes ces précisions et donc cette réponse à cette question. Monsieur a eu raison de vous attraper, entre guillemets, parce que donc, on sait qu'après, vous allez repartir. Donc, vous avez très, très bien fait de poser la question maintenant. On ne remerciera jamais assez donc, nos amis, parce que je les vois avec des pancartes, encore plus de coopération sur l'eau, encore plus de coopération sur l'eau. On les entend. C'est bien que la ville de Metz donc, manifeste aujourd'hui spécialement que sur ce sujet. David Bourmeau, prenez donc le micro, s'il vous plaît. Vous êtes chargé référent international à l'agence de l'eau Rameuse, donc l'agence évidemment donc, locale, une de nos 6 agences qui ont été créées, 63 ou 64 d'ailleurs 64, c'est ça, 1964, donc création de nos agences de l'eau. Et bien effectivement, et qui continue à bien tenir la route, parce que pour une fois, on n'est pas dans des découpes administratives où les gens se s'empaillent merveilleusement pour des questions de pouvoir, mais non, effectivement, on est sûr, on suit les fleuves, on suit les bassins versants, et puis après donc les sous-bassins, les sages, etc. Qu'est-ce que vous faites donc, alors, à l'international, en fait, vous êtes coordonné avec les 5 autres agences, hein, me semble-t-il. Vous allez quand même sur les mêmes travaux. Alors, racontez-nous où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît. Alors, les agences de l'eau, effectivement, sur cette politique-là, se concertent énormément. On a, je l'ai dit ce matin, une stratégie commune qui a été adoptée en 2020 par nos comités de bassin. Je ne sais pas si ça marche bien. C'est bon. Et donc, c'est sûr qu'on part du principe que quand on intervient à l'étranger, on présente la France et donc on ne représente pas forcément. C'est logique que les 6 bassins aient une politique qui soit quand même cohérente vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Alors, les leviers qu'on utilise sur la politique de coopération internationale, donc, ils seront déjà légitimés par la loi Oudin-Santini, qu'on a aussi évoqué ce matin, qui date de 2005. Et en fait, on a 2 gros principaux leviers pour intervenir à l'international. Le premier, c'est des aides qu'on apporte en tant que bailleur à des projets de solidarité émanant soit d'associations de solidarité internationale, soit de collectivités. On en a largement évoqué sur la table ronde de ce matin, ou des élus qui s'impliquent pour mener sur du long terme des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est vrai que sur ce volet-là, la loi légitime l'action des agences uniquement sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, on est vraiment centré sur ces 2 thématiques. Et puis, on a un autre levier qui est moins connu, c'est celui où on intervient nous-mêmes en tant que coopérants et on aide des autorités étrangères à utiliser ou à s'inspirer du modèle français de gouvernance intégrée des ressources en eau. Et donc, là, on est nous-mêmes, j'étais en voyage fin d'année dernière avec notre directeur général en Asie du Sud-Est pour rencontrer des interlocuteurs d'une province et puis également le ministère de l'Environnement vietnamien et puis aussi au Cambodge, une autorité de gestion du lac du Tonlé Sap pour contribuer à mettre en place les mécanismes de ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau, qui, pour faire simple, pas trop monopoliser la parole, mais s'appuie sur 2 fondamentaux. Le premier, c'est qu'on travaille sur un échelon de bassin versant. La ressource en eau, comme je disais ce matin, n'a pas de frontières et on gère la ressource à l'échelle de son bassin versant et on gère la ressource en eau à travers l'ensemble de ses usages. Donc, on fait la gestion de l'eau se fait à travers la consultation et la co-construction de solutions qui sont menées avec l'ensemble des usagers de l'eau. Donc, les usagers, ce sont bien entendu la profession agricole qui représente 70% des prélèvements en moyenne, les industries, les collectivités, puisque les consommateurs d'eau nous sommes c'est vital pour nous. Donc, tous ces agents-là, les pêcheurs, etc., doivent se parler pour partager la ressource. Parce que la ressource, alors on ne l'a pas dit, il y a le changement climatique, mais il y a aussi l'évolution de la démographie. Et en Afrique, c'est quand même un problématique qui est très important puisqu'on court un peu après aussi. Des fois, on arrive à trouver des solutions, mais en autre temps, la population augmente. Donc ça, c'est un vrai souci. Et puis l'autre souci, c'est la population aussi aspire à un niveau de vie meilleur. Et je vois bien dans les projets qu'on peut aider, parfois quand on commence à mettre en place des choses assez simples, avec un puits, des bornes de fontaine, quand on commence à développer ce dispositif et à amener l'eau avec des compteurs privés, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la consommation d'eau par habitant augmente. Donc ça aussi, c'est aussi un souci. Les effets rebonds, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'impact du changement climatique qui va fragiliser la ressource, mais il y a aussi la demande en eau qui explose et qui explose à cause de ces 2 paramètres.
Et donc, pour faire simple sur l'agir, hein, je l'ai dit, bassin versant, approche transversale. Et ensuite, en termes de méthode, et c'est ça qu'on met en place concrètement avec les autorités locales, c'est qu'on leur explique comment on fonctionne en France et après, ils s'en inspirent ou pas. Oui, Et le modèle français, c'est ce qu'on appelle une boucle vertueuse, hein, de la gestion intégrée des ressources en eau. On travaille sur des cycles de 6 ans. Et sur les 6 années, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est des étapes de bon sens, hein, quand on y réfléchit. La première, c'est de faire un état des lieux pour connaître l'état de nos ressources. Donc, il y a vraiment une phase d'acquisition de connaissances qui est très importante. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on connaît l'état de nos ressources et on se fixe des objectifs d'atteinte de bon état. C'est-à-dire, on se dit à quel niveau on pourrait améliorer ces ressources au bout de 6 ans. Une fois qu'on a défini ces objectifs, donc qui sont là politiques, hein, mais c'est l'ensemble des usagers qui le définissent ensemble. Ensuite, on se dit, mais maintenant qu'on a défini ces objectifs, quelles sont les actions qu'il faut mettre en œuvre pour les atteindre? Donc, sur certains secteurs, il faut plutôt travailler sur le domaine agricole, sur le domaine industriel, suivant les problématiques qui sont rencontrées sur le terrain. Et donc, on identifie les maîtres d'ouvrage potentiels pour mettre en œuvre ces actions et puis le coût que ça représente. Et puis ensuite, on met en place ce plan d'action. Et quand on a fini ce plan d'action, on refait un état des lieux pour voir, on a ce qu'on appelle un plan de surveillance pour évaluer l'impact de ces mesures sur les ressources en eau. Et on refait un état des lieux et on refait une deuxième boucle. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaye de promouvoir avec nos partenaires étrangers. Et j'insiste beaucoup sur le fait que l'état des lieux, souvent dans ces pays-là, il manque justement beaucoup de données. On l'a vu, la dernière mission qu'on a faite au Vietnam, c'était vraiment flagrant. Ils ont des problèmes d'inondation et de sécheresse, hein, qui s'intensifient à cause du changement climatique. Et quand on essaye de récolter des données, on voit bien qu'ils en ont peu ou pas et que les services sont assez cloisonnés aussi entre eux, c'est-à-dire les services agricoles, les services environnement. Et donc, on verra ce que ça donne. On se reverra dans 5-6 ans ou dans 10 ans et on verra ce que ça a apporté, cette coopération. Mais un des grands enjeux aussi, c'est de se faire parler les ministères entre eux et les usagers entre eux sur place. On a l'impression d'être en France, hein, quand vous dites ça. Nous, on a aussi ces solutions, mais quand même, depuis 1964, on éprouve quand même dans les comités de bassin et à Rameuse. Je dois dire qu'on a plutôt un comité de bassin qui est assez… ça se passe bien. On a un semblant de décentralisation, je dis bien un semblant parce qu'actuellement, on est en pleine recentralisation. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais est-ce que vous voyez donc là aussi des pays qui sont très centralisés sur l'eau? Bon, nous, on est découpé quand même en 6 bassins. Donc, on se doute bien que ce qui va se passer dans la Durance, ce n'est pas la même chose que chez Artois-Picardie ou bien chez vous. Mais est-ce qu'ils sont très centralisés? Enfin, bien qu'il n'y ait pas de généralité à faire. Donc, au Sénégal, on va en parler donc tout à l'heure, effectivement, c'est très centralisé, par exemple. Mais est-ce que là, qu'est-ce que vous voyez? Alors, moi, je parle de ce que je connais. Ce que je connais le mieux, c'est en Asie, effectivement, les pays communistes, hein, comme le Vietnam, le pays aussi au Cambodge qui est très centralisé. Donc, oui, c'est très centralisé. Et c'est vrai que d'ailleurs, sur l'exemple du Vietnam, on est très prudent. On travaille à la fois avec la partie provinciale, mais on travaille aussi, il y a une opportunité qui s'est créée, qu'on a saisie avec aussi l'AFD, hein, qui est impliquée au niveau national sur la gestion de l'eau. Et donc, on articule ce que l'on fait au niveau régional en informant et en restant en connexion forte avec le ministère de l'Environnement vietnamien, donc, qui sont en pleine réforme sur la loi sur l'eau. Donc, on s'assure que les orientations qu'ils vont prendre dans la réforme de la loi sur l'eau est compatible avec le dispositif expérimental qu'on essaye de mettre en place sur la province pour mettre en place cette gouvernance à l'échelle locale. Et c'est des approches pilotes, en fait. On prend des bassins, des sous-bassins pilotes et on essaye d'expérimenter un modèle de gestion qui ensuite peut inspirer le national pour intégrer ça dans leur propre corpus lié à l'eau, quoi. Un grand merci à vous, donc, David Bourmeau. Donc, c'est bien que vous soyez réintervenu. Évidemment, ce matin, vous avez commencé à aborder le sujet, mais donc là aussi, cet après-midi. Tenez, on va s'intéresser aussi à notre monde un peu quand même de l'entreprise. Eh bien oui, Alexandre Folmer, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un micro? Sinon, on vous le passe. Allez, on vous passe le micro. Bah oui, tranquillement. Chef de projet et responsable international chez Hydreos. Ah, vous allez nous dire effectivement ce qu'est donc Hydreos, parce qu'en fait, vous avez une France Water Team, c'est ce que j'ai vu, dans laquelle participe Hydreos, et puis aussi d'autres régions. Qu'est-ce que vous faites et comment vous fonctionnez? Dites-nous tout. Et après, on va voir quelle pourrait être votre participation aussi sur ces projets donc, internationaux. Merci Denis. Oui, donc effectivement, Hydreos, on a un statut d'association et on est, alors j'allais dire un cluster, même si c'est un peu moins à la mode avec la Covid, en tout cas un pôle de l'eau
basé sur la région Grand Est, et on rassemble tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les laboratoires de recherche publics, collectivités industrielles, pour les aider à innover dans le domaine de l'eau. Donc, quand je dis innovation, c'est vraiment en sens large. C'est pas dans le domaine de l'eau, on n'a pas tous les jours des innovations de rupture. Donc, ça peut être aussi le fait de s'adapter à certains contextes spécifiques dans les pays étrangers notamment. Donc, on considère vraiment l'innovation au sens large. Donc, nous, au niveau d'Hydreos, on regroupe environ 140, 150 adhérents. Et comme vous avez dit, au niveau, avec d'autres, des structures homologues basées sur les régions Centre-Val de Loire, donc le pôle Dream Eau et Milieu, et le pôle Aquavalley qui est basé sur les régions Sud et Occitanie, on a créé une fédération qui s'appelle France Water Team pour mutualiser nos actions, notamment en Europe et à l'international. Et dans le cadre de nos missions, donc, on a un statut de pôle de compétitivité. L'État nous demande d'accompagner ce que je disais, nos acteurs pour développer des innovations, mais aussi pour qu'elles soient mises en œuvre sur le terrain. Donc, ça va jusqu'à des projets avec des financements que vous connaissez, que dans le cadre de la coopération internationale, des financements européens, et aussi, du coup, les démarches un peu plus classiques de la coopération internationale, qui est dans le monde de l'entreprise peut-être un peu moins connu, ou même parmi les acteurs ici présents, vous avez peut-être plus l'habitude de travailler au niveau des collectivités, des associations, et moins des entreprises. Voilà. Alors, sinon, sur le terrain, est-ce que vous privilégiez, ou bien ça va être la réponse, c'est peut-être les deux, mon général, je commence par la fin. Est-ce que ça va être des solutions fondées sur la nature? Est-ce que ça va être des solutions purement techniciennes? Est-ce que ça va être les deux? Comment ça se passe? Alors, ça va être les deux, on va dire. C'est sûr que les innovations telles quelles comme ça, elles n'ont pas de sens. C'est vraiment en fonction de l'utilité sur le terrain. Tout à l'heure, à midi, je parlais d'un exemple d'innovation de rupture qui a mieux fonctionné en Afrique qu'en Europe, parce qu'en Afrique, ils peuvent sauter certaines étapes, notamment tout ce qui est facturation de l'eau. En Afrique, dans certains pays, ça fonctionne très bien avec le smartphone. Ils ont passé l'étape de la facture papier, et puis maintenant, nous, qui est la facture qu'on reçoit par mail, mais la facture téléphone, on n'y est pas encore tous. Donc voilà, ça, c'est une innovation plus type numérique, on va dire. Et après, on peut avoir des innovations plus fondées sur la nature. Notamment, j'ai un exemple avec les filtres plantés, où là, c'est plus pour l'assainissement de l'eau. Et on peut avoir des adaptations en utilisant des plantes, notamment adaptées dans les pays en question. Donc, on a ces différents types. Maintenant, comment vous fonctionnez? Parce que ce n'est pas forcément dans les gènes du monde de l'entreprise donc de s'occuper de coopération. Et pourtant, on en est quand même très conscient chez Hydreos. Comment on arrive à essaimer, on va dire, dans l'esprit des différents entrepreneurs que vous connaissez? Oui, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est vrai que dans nos membres, on a beaucoup de PME. Donc déjà, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont déjà sur la coopération internationale depuis un certain nombre d'années, soit par rapport à des contacts personnels, par rapport aussi à leur statut. On en a quelques scopes, ce genre de choses. Et du coup, ça peut être pour plusieurs motifs, notamment un qui fonctionne beaucoup en ce moment par rapport aux difficultés des entreprises de recruter, c'est de fidéliser leurs salariés, et le fait d'avoir justement des projets qui peut avoir peut-être un peu plus de sens humainement, ça peut être un levier d'action. Et donc, bien sûr, une entreprise, il faut quand même qu'elle doit répondre quand même à un modèle économique. Donc, tout ce qui est réalisation d'études ou des travaux, là, ils doivent trouver un financement, soit via les régions, les collectivités ou autres. Mais certaines entreprises, PME, investissent quand même beaucoup de temps passé en termes de bénévolat dans ce cadre de ces actions, parce que ça a un sens pour eux. Et puis, si on revient plus côté intérêt pour l'entreprise, il peut y avoir après un intérêt indirect, c'est-à-dire que ça leur fait comme ça a été dit ce matin, et c'est important de cultiver, développer son réseau. En commençant par un projet de coopération internationale, on va peut-être avoir des contacts dans ce pays, et puis après, ça va faire d'autres projets par ailleurs. Et il y en a aussi, j'ai un exemple où l'atelier REP, pour le citer, où il a commencé comme ça parce que la délégation de Basse-Casamance est venue en région Grand Est visiter ces filtres plantés. Et c'est là qu'il s'est dit, oui, effectivement, je pourrais faire un diagnostic là-bas, et puis finalement mettre en place un dispositif là-bas. Et il y a pris goût, et maintenant, il a obtenu, grâce à d'autres financements de coopération décentralisée, des actions dans d'autres pays comme la Tunisie ou autres. Donc voilà, ça peut être ce genre d'actions qui peuvent être importantes pour les entreprises. Et alors, quand même, dans l'autre sens, parce qu'on va avoir sacrément nous-mêmes à être inspirés
par des pays de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que le climat, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Luc l'a très bien dit, l'homme est toulousain, donc il connaît ça par cœur, mais le climat de l'Extrémadour à Toulouse, il le sait. Cet été, si il n'a pas traversé donc, la Garonne à pied sec, l'étiage a été fait par le barrage de Cap-de-Long, par le barrage, donc ça a été ça dans les Pyrénées. Sinon, effectivement, il y avait que des cailloux. Bon. Est-ce que là, on s'inspire aussi de ce qui se fait? Oui, tout à fait. Merci pour la remarque. Donc, et puis aussi pour rebondir à un échange que j'ai eu avec un participant à juste titre, notamment là pour le projet des filtres plantés, la question qui se posait en Basse-Casamance, c'était aussi comment savoir utiliser l'eau usée traitée à des fins agricoles, d'agriculture. Et du coup, là, ce projet, en l'occurrence, c'était pour traiter les eaux usées qui venaient de maisons touristiques, on va dire. Donc, à la fois enjeu tourisme, enjeu eaux usées et enjeu agriculture. Donc, ce côté-là de déjà anticiper la réutilisation des eaux usées traitées, ça peut être un premier rapport pour nous. Et par rapport à l'intitulé de la table ronde, donc problématique commune de changement climatique, bah là, en l'occurrence, ces filtres plantés-là, ils ont utilisé des plants de type Canna glauca. Alors, il n'y a pas de photo, mais c'est des plantes ornementales, souvent jaunes ou rouges, qu'on utilise même chez nous en été, mais là, qui étaient vraiment utilisées dans le cadre de ces filtres plantés pour l'assainissement. Et le fait que l'entreprise ait réfléchi en ayant justement une plante qui soit adaptée au climat local et puis pourquoi pas un peu de prendre en compte le changement climatique, bah, ça va lui donner des idées pour se dire, bon, bah voilà, nous aussi en France, le climat évolue, faut peut-être arrêter d'avoir que des roseaux ou d'autres types de plantes et déjà pour se projeter dans l'impact du changement climatique. Donc effectivement, c'est ce que nous disent ces entreprises-là, c'est qu'elles aiment bien ces projets de coopération internationale parce que c'est vraiment donnant-donnant. Ils apprennent autant que ce qu'eux apportent dans les pays. Voilà. On est sur une redistribution, de toute façon, des cartes assez incroyable, aussi bien au niveau végétal, au niveau animal, au niveau de nos pensées. Hein. C'est toujours ça. Nos blocages, ils sont là, à tous, aux uns et aux autres, parce qu'on a une vision soit d'occidental, etc. Enfin, vous un peu moins, parce que quand même, des gens qui allaient sur le terrain, donc, etc. Moi, je me souviens que j'ai eu, à l'époque, on pouvait y aller il y a un paquet d'années. Enfin, donc, faire un reportage en Somalie, bah, vous avez un avant et un après Somalie. Quoi. Je suis allé à Madagascar, bah, vous avez aussi un avant et un après. Et ça vous fait le plus grand bien. C'est formidable. Raphaëla Vinon-Vicari, à vos côtés, voilà, vous allez prendre les micros. On va se faire un petit tour maintenant dans l'Hérault. Très bien. Montpellier, oui, mais c'est aussi bien le Larzac. Quand on est effectivement derrière dans les terres, c'est les monts de l'Espinouse, c'était chez mon copain Jean-Claude Carrière à Colombières-sur-Aube. Et puis aussi, bien sûr, c'est la côte. Voilà, c'est la côte. Donc, on y va. Et là, on va être à Agde. Donc, il y a le merveilleux éphèbe d'Agde qui a été retrouvé donc, dans la rivière Hérault il y a déjà donc, un paquet d'années. Et donc, vous êtes chef de projet de coopération décentralisée, mission sur l'agglo, donc la Comcom Hérault-Méditerranée. Mais vous êtes une fille donc, de Agde qui est au centre, avec Gilles Détor, je tiens à le dire, parce que c'est un maire qui est assez actif à Agde, assez open sur l'environnement, et vous avez même une direction des milieux marins, ce qui est quand même extrêmement rare quand même pour... Je crois que vous n'êtes que 2 communes, j'ai oublié le nom de la deuxième, vous voyez, donc, mais pas plus. Hein, donc, la première, c'est très bien, Agde. Voilà, alors, racontez-nous ce que vous faites, parce est-ce qu'on aura tout à l'heure Moulay ou pas? On va la voir en vidéo ou... Où est-ce qu'on en est là? Parce que là, normalement, c'était... Bonjour tout le monde. C'est formidable. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. Vous inquiétez pas, bah, vous allez revenir avec nous, mais là vous connaissez donc avec Raphaëla Vinon-Vicari. Dites-nous, quel est le travail que vous effectuez? Donc, d'abord, l'état d'esprit de cette coopération et ce que vous effectuez avec le Maroc. Alors, j'ai eu la chance, donc, il y a presque 15 ans maintenant, de démarrer une coopération en tant que technicienne avec la commune de Tata au Maroc, au sud d'Agadir. Et donc, le plaisir de travailler avec Moulay Lagbiri, qui est quelque part là, et qui va intervenir tout à l'heure, ingénieur de la province. Donc, c'est une coopération dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Nous avons effectué des travaux sur un réseau. D'abord, nous avons fait une étude pour délimiter un schéma directeur d'assainissement liquide, avec la particularité que notre projet reposait sur le fait de développer un réseau
sur le secteur périurbain de la commune, c'est-à-dire que le centre urbain est donc le centre d'une commune, et puis un secteur donc d'oasis avec des petits douars et des plus ou moins gros douars d'ailleurs, et la particularité de n'être ni dans le réseau urbain ni dans le réseau rural, et donc avec les aides de l'État qui vont bien. Parce que ça ne rentrait pas dans les cases. Voilà, exactement. Il n'y avait pas de programme national pour développer le réseau périurbain. Donc, en fait, là, la coopération décentralisée a trouvé tout son sens pour apporter à une commune le fait de développer de l'assainissement dans des zones particulièrement fragiles, puisque en bordure d'oasis et quasiment dans certains quartiers à l'intérieur de l'oasis. Et donc, voilà, c'est le projet que l'on a développé. Donc là, avec la faculté de travail qu'a mon ami Lagberi, on en est à la fin des travaux de réseau. Donc, 3 tranches de réseau, bientôt terminées. 40 km de réseau, quand même, je pense qu'il nous en dira un peu plus. Avec cette 4e tranche qui vise à faire une extension de la steppe qui est existante, de faire un 3e bassin en secondaire pour faire un bassin tertiaire et réutiliser l'eau pour arroser les espaces urbains de la ville, y compris une petite zone qui sera une ceinture verte, puisque la zone de Tata est très, très aride. Et donc, je pense que notre ami Lagberi va pouvoir nous en dire plus. Mais tout à fait. D'abord, on vous salue, on vous remercie de tout cœur donc d'être avec nous, parce que vous êtes, Moulay Lagberi, vous êtes ingénieur de la province donc de Tata. Donc, on le rappelle, on va dire, on est en gros entre Agadir et Marrakech. Vous êtes responsable du service urbanisme et environnement. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, donc à la fois cette coopération et puis peut-être aussi les difficultés de mise en œuvre, parce qu'on imagine bien qu'il n'y a pas forcément d'acceptation au départ de la population. Donc, comment avez-vous fait, s'il vous plaît? Racontez-nous, ça nous intéresse bien. Bonjour tout le monde. D'accord, on salue la coopération nord-sud et sud-nord. Donc, c'est la coopération maroco-française dans le cadre de l'assainissement. Donc, c'est une coopération décentralisée qui retient à la fois Tata et, premier lieu, la ville d'Agde et au plus tard l'agglomération aglo-méditerranée, c'est-à-dire l'agglomération. Donc, il y a d'autres partenaires parmi le ministre de l'Intérieur et la région de Souss-Massa et le conseil provincial et la ville de Tata et bien sûr l'agence de l'eau de la région de l'agglomération. Donc, bien sûr, il y a des difficultés au départ parce que c'est, comme a dit mon ami Rafa, c'est l'occasion de lui remettre mes remerciements pour l'effort qu'il a déployé toutes ces dernières années pour le bon déroulement de ce projet. Donc, il y a des difficultés parce que c'est un contexte. Mais le projet est toujours inscrit dans le cadre de la résilience de ce contexte. Bien sûr, Tata, c'est une zone oisière, donc le monde toujours parle des îles, mais il y a des îles dans le Sahara qui sont des oasis. Donc, ce sont des petites oasis où il y a la verdure et tout, dans un contexte saharien. Donc, la problématique de l'assainissement, puisque c'est une zone périurbaine, donc il y a des difficultés. Donc, il faut, et bien sûr, il se trouve dans l'amont de la ville. Donc, tous les eaux grises donc, contaminent bien sûr la nappe phréatique, parce que la seule source pour l'alimentation en eau potable à Tata, c'est la nappe phréatique. Donc, il faut résoudre cette problématique de pollution. Donc, il faut se raccorder ces quartiers avec le centre de Tata pour ramener tout l'eau grise vers la steppe. La particularité de ce projet, c'est qu'il vise la réutilisation de cette eau. Donc, c'est une politique d'adaptation. Bien sûr, pour l'atténuation de ce changement climatique, donc la réutilisation, on a un débit important.
Donc, on vise de réutiliser pour l'irrigation de 53 hectares. Donc, c'est un cycle de l'eau. Donc, pour que le se verse directement vers l'exutoire, donc on vise sa réutilisation. Mais bien sûr, après l'extension de la CEP, pour qu'il soit un traitement tertiaire. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que donc ce travail, peut-être Raphaël, si vous avez envie de le prendre, c'est que ça s'est passé aussi dans des ruelles donc, où habitaient donc, les gens. On est dans des maisons qui peuvent être aussi empisées. Donc évidemment, on était quand même assez réfractaires sur cette histoire-là. Donc il a fallu vraiment convaincre. Hein, donc, Alors, ça a été très compliqué, effectivement, au tout démarrage. Parce que, donc là, vous voyez, je crois que c'est des photos de la tranche 2, donc on est vraiment en bordure d'oasis. Vous voyez sur le côté de la photo de gauche, on a quelques maisons empisées. Et je me souviens que le lancement de la première tranche, on a demandé à l'entreprise de sortir un engin et d'aller sur le terrain pour voir un peu quel allait être l'état d'esprit de la population. Et ben, on n'a fait que recevoir des pierres. Hein. Moi, c'est comme ça qu'on a été accueillis. Donc, en fait, on a tout de suite pu constater que le travail de préparation auprès de la population n'avait pas été fait par le maire. C'est ça. Parce que, ben, tout simplement, les réseaux, ça ne se voit pas. Donc, ça ne se vend pas très bien de faire de l'assainissement. Et donc, c'est vrai que ce qui était important pour le maire à l'époque, c'était de dire on fait de la coopération avec l'État français, etc. Donc, c'était ça qu'il vendait. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'apporter quelque chose de concret à la population. Donc, il a fallu ce temps d'adaptation, comme tu le dis, Denis. Et donc, et d'avoir la possibilité de travailler avec des ingénieurs. Regardez là le travail que je trouve fabuleux. Enfin, moi, j'ai été sidérée par la qualité du travail et qui est fait dans des conditions incroyables parce que sous des chaleurs torrides. C'est-à-dire que passé 30 degrés, ils continuent à travailler. Donc, chez nous, franchement, c'est hallucinant, quoi. Et donc, Lakberi, c'est quelqu'un qui a su travailler et avec la population et avec les élus, puisque c'est un technicien. Et il est là, il continue. Et vraiment un grand merci, un grand chapeau à mon ami Lakberi. Et alors, maintenant, les satisfactions, dites-nous juste en mots de fin. Donc, comment ça se passe? Ça a été accepté. On a bien compris, comme on disait très joliment, qu'il y a eu un déficit de communication et de pédagogie. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, donc, où en est-on? Voilà, bien fait pour la population, remerciements peut-être, je ne sais pas. Dites-nous. Oui, bien sûr, tout le monde est satisfait maintenant. Ils ont compris le but du projet, c'est pour tout le monde, c'est éviter la pollution et tout. Donc, ils sont satisfaits. Donc, voilà, maintenant c'est acquis. Les clés de réussite de la coopération, pour vous, qu'est-ce que c'est? Parce que comme le voyez vraiment sur le terrain, c'est pour que ça marche. Ben pour moi, c'est d'abord une affaire de relations humaines. Hein, donc, c'est d'avoir des gens qui arrivent à s'entendre. Et comme on dit maintenant, ça match. Et là, ça a réellement matché entre d'abord les élus, côté marocain et côté France. Il y a eu une grande amitié qui s'est nouée, des contacts maintenant qui perdurent depuis près de 15 ans. Et puis, la volonté, je pense, l'altruisme aussi, en tout cas, d'être persuadé qu'on peut, même en toute humilité, apporter quelque chose à nos congénères, entre guillemets, puisque finalement, ce n'est pas une question de couleur de peau ou de nord-sud. On est tous, comme on disait, Denis, de la même espèce. Et il y a un petit peu moins d'eau quelque part. Et donc, il faut savoir s'entraider. Et c'est vraiment une richesse incroyable. Notre projet maintenant, c'est bien sûr d'aller au bout, mais on veut continuer et on veut faire une coopération tripartite avec Maroc-Sénégal. Donc, les embarquer avec nous au Sénégal, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre ne serait-ce que les Marocains et les Sénégalais. Enfin, c'est aussi leur vision, hein, de toute façon. Et comme je sais qu'on a Kadi Diatou, là, notre représentante du PSO au Sénégal,
je lui dis à très bientôt. Oui. Nous arrivons. Super. Eh ben justement, le Sénégal, ça va nous faire une très jolie liaison. Allez, peut-être, Leïla, prenez le micro, s'il vous plaît. Leïla Luther, donc, qui est... voilà, reprenez le micro. Chef de mission de la protection des eaux souterraines dans cette région Grand Est, vraiment très grande, parce que quand vous allez du côté de Givet et après vous allez du côté de l'Alsace, vous dites « Ah ouais, c'est la même région. » Eh ben ouais, c'est la même région, c'est comme ça. Joie, bonheur. Dites-nous comment se passe votre coopération. Donc, qu'est-ce que vous faites, donc, avec qui, quel partenariat, comment vous opérez? D'accord. Donc déjà, la région Grand Est a une grande culture de la coopération décentralisée, enfin Oui. coopération internationale et même européenne. Hein. On est quand même par nos frontières très, très engagés, on va dire, dans les échanges bilatéraux avec nos voisins. Il y a une coopération effectivement avec les pays du Sud, mais pas que, aussi avec d'autres pays nord-nord. Hein. De longue date sur les 3 ex-régions, donc déjà avant la fusion, qui continue à perdurer. Et donc, le partenaire, un des partenaires privilégiés, c'est le GESCOD, avec qui la direction de l'international, enfin des relations internationales, travaille. Donc, moi, je ne suis pas dans cette direction. Hein. Moi, je suis une technicienne aussi. Et donc, par les projets qui ont été développés, on a décidé aussi d'utiliser les forces vives de la région et les compétences de la région en matière d'accès à l'eau notamment et de protection des ressources pour travailler du coup sur ce projet qui avait été entamé par la région et la Basse-Casamance au Sénégal, justement, sur la région de Ziguinchor. Donc, c'est un projet qui a démarré dans les années… Sur la carte du Sénégal, on va dire c'est en bas à droite. Hein. Voilà, c'est Saint-Louis, tout c'est plutôt à l'opposé. Voilà. Voilà. Je dis ça parce que malheureusement, en termes de submersion, ils sont bien arrosés. Quoi. Donc, tout à fait, oui. On pourra aborder le sujet, effectivement. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'aller sur place pour accompagner une partie du projet. Notamment sur la question de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, sachant que tout à l'heure, Alexandre a parlé de l'atelier RIB, qui justement est allé, dans le cadre de ce projet-là, travailler sur les filtres plantés en assainissement. Et donc, qui retourne une mission qui va de nouveau avoir lieu en février pour capitaliser la réalisation et pouvoir aussi la décupler pour qu'il y ait un accès à l'assainissement pour une population plus large. Alors, j'arrive au Sénégal. Est-ce que j'ai une vision globale de l'eau? Alors justement, c'est la problématique. On a un petit peu déjà, tous les intervenants en ont un petit peu parlé. Effectivement, au Sénégal, la ressource en eau est centralisée donc à Dakar et par l'État notamment. Et du coup, c'est vrai que c'est une vraie problématique pour comprendre comment fonctionne et surtout d'avoir une vision globale de l'accès à l'eau dans la région. Voilà, donc l'objectif, c'était au départ d'envoyer un stagiaire là-bas qui travaillait avec un assistant WASH sur place pour pouvoir… partir de l'instant T, quand même, de savoir où on est. De faire un état des lieux de ce qui existait et pouvoir effectivement ensuite, avec le partenariat, définir les grands axes de travail pour pouvoir effectivement développer un programme plus large sur plusieurs années. Et aujourd'hui, la difficulté était celle-là, hein, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les informations. Il y a énormément d'intervenants de toutes parts et du coup, c'est assez compliqué d'avoir les infos. Voilà. Alors, quel travail donc, on peut effectuer? Parce que lorsqu'on est en Basse-Casamance, on est près de la mer, donc on pense aussi aux biseaux salés, eau douce donc, et eau salée. Oui, tout à fait. Alors bon, pour avoir une vision un peu structurante de la problématique sur place, effectivement, c'est qu'on est en bordure de côte, enfin en bordure de la mer, et qu'effectivement, avec ce changement climatique, et c'est ce que j'ai pu observer sur place,
il y a énormément de puits la population se plaignait énormément de la problématique de la salinité de l'eau. Et donc qui parfois même revenaient à des puits traditionnels parce qu'ils ne trouvaient l'eau pas forcément de bonne qualité. Ouais. Et effectivement, bon, là, on fait un petit peu un lien avec le changement climatique, c'est que cette problématique-là va être de plus en plus conséquente, avec une entrée du biseau salé qui a un impact pas que sur l'eau potable, hein, on en parlait tout à l'heure, mais il y a de nombreux secteurs qui sont impactés, hein, l'agriculture, avec l'abandon de champs, tout simplement agricoles, puisque bon, là-bas, c'est le riz. Et les rizières sont salées, donc on ne peut plus cultiver. Il y a la problématique des élevages aussi, hein, les vaches et les différents élevages, les moutons, les chèvres, ils ne peuvent plus les alimenter. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? C'est-à-dire que le soutien que vous apportez, le travail que vous effectuez de coopération, il porte sur quoi plus précisément? Est-ce que nous sommes sur de l'assainissement? Nous sommes la Casamance, c'est un endroit quand même éminemment touristique pour le Sénégal, donc c'est aussi vital. On travaille sur quoi? Alors, bon, l'entrée qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement l'accès à l'eau potable, donc créer quelques infrastructures, de l'accès à l'assainissement, qui est quand même le parent pauvre, hein, du secteur. Et puis dans le monde. Voilà, et dans le monde. Et l'idée justement, là, c'est d'avoir des actions plus structurantes et de voir si on peut créer, en partenariat bien sûr avec les élus locaux et la France, et du coup un partage de connaissances aussi, hein, d'actions que nous on a pu mener ici, sur la création éventuellement d'un observatoire de l'eau qui permettrait de réunir les données locales, ou voire même à l'état au niveau du pays, hein. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de construire et de discuter, de voir de quelle manière on pourrait déjà mettre en lumière justement les données qui existent déjà, parce que je pense que le Sénégal a un certain nombre de données, hein, l'État, mais qui restent centralisées, et du coup l'information n'est pas disponible ni pour les acteurs locaux, hein, donc les collectivités, ni pour les ONG ou la coopération décentralisée. C'est-à-dire que chacun fait son puits de son côté, mais il n'y a pas de concertation. Et donc, dans un cadre aussi de changement climatique, on sait que même si ce n'est pas une zone de sèche, hein, ce n'est pas le Sahel, on sait quand même que il y a la problématique du biseau salé. Plus on puise dans les nappes, et plus on va ramener de l'eau salée vers les terres. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut avoir une vision un peu concertée de la ressource en eau dans le secteur. Ouais, donc, à la fois formation, pédagogie, information donc à récupérer. Donc, il y a tout ça. Après, donc, on va dire création d'infrastructures. Et après, on les refile à qui, les infrastructures? Alors, au Sénégal, les infrastructures, aujourd'hui, appartiennent à l'État. D'accord. Donc, c'est l'État qui récupère toutes les infrastructures et qui aujourd'hui fait de la délégation, enfin souhaité, hein, c'est une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur, et souhaite du coup déléguer tous les services publics d'eau. Bon, ça part d'une bonne intention à la base, hein, une équité dans l'accès à l'eau potable et une... Oui, mais enfin, à l'arrivée quand même, parce que là, on est très loin des bassins versants, quoi. Donc, on est d'accord. Voilà, effectivement, équité et de plus en plus, on le sait, urbanisation quand même extrêmement massive de Dakar et de sa banlieue, donc du bidonville en veux-tu, en voilà, etc. Bon, c'est des constats, hein, c'est pas autre chose. Et donc là aussi, accès à l'eau quand même aussi en ville, c'est notre affaire. Là, on ne pouvait pas tout faire. Hein, donc on a bien compris, vous étiez. Voilà, nous on a une coopération décentralisée, c'est vrai, avec la basse Casamance depuis les années 96. Hein, donc on n'est pas sur Dakar, mais peut-être qu'un jour, je lance un petit clin d'œil à mes collègues dans la salle, mais peut-être qu'un jour, on ira effectivement plus avec des structures plus générales. On verra. Alors, si vous le souhaitez, donc, on vous passe bien sûr avec grand plaisir la parole. On n'a pas du tout la prétention de tout dire. Donc, on a différents exemples qu'on a tenté de vous présenter donc, cet après-midi, mais je vous en prie. Alors, c'est vrai qu'on est parti, il était
14h35, etc. Là, il est 16h13. Je ne voudrais pas non plus éclater tout à fait le temps. Je ne peux pas récupérer. Un TGV, ça peut récupérer 10 minutes, un quart d'heure, mais pas plus. Alors, on a monsieur, d'autres questions. On vous le refile, ne vous inquiétez pas, on va vous donner le micro, mais si déjà, il y a d'autres questions. On m'a dit qu'il y avait une question au fond de la salle déjà, qu'on est même chercher pour me souffler ça. Voilà. C'était monsieur? D'accord. Allez, youpi. Bonjour à tous et spécialement Monsieur Denis Chessou pour votre bienveillance autour de ces sujets de l'environnement. Moi, j'ai une question de fond vraiment qui me taraude dans toutes ces interventions remarquables et détaillées, documentées. Je commence par l'intervention du monsieur spécialiste du GIEC et des conventions sur l'environnement. Vous avez détaillé vraiment de manière structurée l'état des lieux et les recommandations. Elles se sont étalées sur 27 COP. C'est juste un délire. À quand l'action va se faire? Et je reprends la thématique de notre table ronde, levier de la coopération internationale pour l'accès à l'eau. Moi, je pense qu'il manque deux mots, levier de la coopération internationale pour légiférer sur l'action à l'eau. À quand une représentation parlementaire de vos différentes expertises? Parce que là, on est en train de réfléchir entre personnes convaincues. On est tous là dans notre passion, dans notre engagement au quotidien, mais il manque un levier, Monsieur Chessou. Il nous manque des gens qui soient préoccupés par nos préoccupations. Et Monsieur spécialiste de Hydreos qui nous explique qu'il fait la mise en relation avec les associations et les collectivités territoriales et les techniciens hydrogéologues sont en mesure de proposer des solutions de recyclage de l'eau, des eaux usées pour faire évacuer nos toilettes. Ça, c'est pas, je dis vieux comme monde, mais on réinvente le moulin. Donc, pourquoi ce n'est pas mis en place? Je prends deux exemples. Quand on isole nos combles à 1 euro, c'est sur le fond des pétroliers. Depuis, je ne sais, des lustres. Donc, on sait où trouver l'argent. C'est 1 euro qu'on paye. En fait, il y a 880 euros qui sont à la charge des pétroliers. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça pour l'eau? Quand la mairie donne 50 euros pour avoir un compost qui nous coûte 0 euros à Leroy Merlin, ces 50 euros, ils ont bien été trouvés. Pour la guerre en Ukraine, on a trouvé 50 milliards d'investissement sur 3 ans avec l'Union européenne, mais on n'a quand même pas réussi à… et ça nous produit la remise en service de centrales à charbon. Donc, on détruit tous les bienfaits d'émissions des effets à gaz de serre que nous avons fait depuis 10 ans. Tout ça, on se met une balle dans le pied et surtout, on ne se donne pas les moyens de faire les leviers au niveau de nos parlements. Donc, je m'arrête, mais vraiment, il y a une question de fond qui manque à ce sujet. Non, mais tout à fait. Alors bon, certes, il y a maintenant des parlementaires dans les comités de bassin. Cela dit, si vous interrogez le grand public, il ne sait pas ce que c'est qu'une agence de l'eau. Hein. Donc, il ne le sait pas. Mais peu importe, il y a des comités de bassin. Il y a maintenant des parlementaires. Alors, Jean-Luc, tu vas pouvoir effectivement, si tu le souhaites, donc, répondre. Ce qu'il y a, monsieur, c'est que, alors, si on parle uniquement de la France, et je sais que là, on élargit le débat, hein, avec vous, on élargit largement le débat, puisqu'on parle de coopération. L'eau est un impensé total en France. De même que les sols ont été aussi un impensé absolument total. C'est-à-dire que ça allait de soi. On ouvrait un robinet, la solidarité amont-aval, on connaît pas. On ne connaît pas. Et ça, c'est la rançon du succès. Ils sont tellement contents de cette manifestation que nous sommes en train d'effectuer que c'est… voilà. Non, mais voilà. Et puis, si vous voulez, l'urgence pour les gens… En fait, aujourd'hui, elle est là, quoi. Elle est là, c'est qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Et tout. Donc, ça a été un impensé, ça a été beaucoup de l'entre-soi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'ouvre. Hein. Les agences de l'eau, maintenant, communiquent beaucoup mieux sur le grand public. Ça, c'est absolument une réalité. Donc, il y a ça. Ce qui fait que personne ne s'est emparé du problème de l'eau, véritablement. Il a fallu une sécheresse, ça veut dire donc de se taper le mur de la sécheresse cet été. Alors que ça avait commencé avant, hein, privilège de l'âge, moi j'en ai vu hein, des sécheresses qui étaient bien balèzes bien avant. Mais là, ça a marqué effectivement les gens. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas du sous-texte que vous dites, c'est si on n'impose pas, si on ne légifère pas, si on n'oblige pas, si on ne contraint pas,
est-ce que c'est possible effectivement d'y arriver? Là, je ne sais pas, prenez le bébé comme vous le souhaitez, Christophe si tu veux le prendre, Jean-Luc, enfin, etc. Mais enfin, donc c'est ça. Ce qu'ils nous disent, voilà, c'est vrai qu'on regarde depuis le début, 1992, donc Rio, on va dire première COP, pour faire très simple. On ne peut pas dire que les résultats soient forcément géniaux. Alors, on va vous dire, oui, la conscientisation, oui, c'est fait. Pour une grande partie, OK, c'est fait, on commence par là. Et après, effectivement, le passage à l'action, qu'est-ce que l'on peut voir? Je vois ça en environnement, mais je pense que vous dites. Je ne sais pas ce que… Ouais, c'est des questions très générales. Bien sûr. Toujours, tout repose sur un triangle important qui est… Bon, il y a la science qui nous dit effectivement, voici l'état de la situation. Il y a des gens qui sont en charge de la situation, la connaît maintenant, Jean-Luc. C'est les hommes politiques, les maires, les députés. Et puis, il y a le citoyen. C'est ce triangle. Bon, sur l'eau, la France a les avantages et les inconvénients. Nous avons l'avantage d'être un pays, je veux dire, traditionnellement riche en eau. Riche en eau. Moi, je dis, ça a été un petit peu la crise du Sud-Ouest. D'ailleurs, quand on a développé la maïs, on a cru qu'effectivement, il y avait de l'eau en profusion et qu'on pouvait irriguer sans compter. Et puis, on s'est aperçu qu'on créait des catastrophes. Sur le climat, on a la chance là que tous les scientifiques nous avertissent, vous allez vers des catastrophes. Ceci dit, on voit bien que la prise de conscience est difficile parce que, comme j'ai dit, dans nos pays riches, ça suppose d'aller vers la sobriété. Et aller vers la sobriété, ça veut dire qu'il faut accepter un peu de se priver. Et ça, c'est pas facile pour les politiques à promouvoir. Mais non, parce qu'ils ont qu'un seul modèle en tête, que ce soit d'ailleurs à droite et à gauche, ils sont quand même globalement dans du productivisme. Donc, je veux dire, moi, je ne sais pas trop, j'ai pas trop de réponse sur cette question parce que c'est un combat permanent, l'environnement, malheureusement. Moi, c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière dans l'environnement. Oui. Je traite les problèmes des nitrates agricoles, je veux dire, depuis l'année 92. Et ça n'empêche pas qu'il faut continuer le combat et qu'on finit par progresser. Mais c'est un combat permanent. Voilà, l'écologie, de toute façon, de manière générale, est un sport de combat. Parce que ça ne va pas, ça contrarie tellement d'intérêts. C'est-à-dire qu'on a tellement plus intérêt à dépolluer qu'à faire de la prévention. Le point commun, si vous voulez, entre l'environnement et notre corps humain et la médecine, c'est qu'on est globalement bon sur le curatif, mais on est assez mauvais sur le préventif. Voilà. Et le préventif, alors je ne vais pas dire qu'il faut voir que ça comme ça, mais par rapport au PIB, ça rapporte moins que le curatif. Alors, je ne dis pas que c'est ça, parce que là, je ne vais pas vous le faire de façon complètement cynique, mais il y a moyen de changer. D'autres pays qui sont capitalistes, si vous voulez, dans le nord de l'Europe, pays davantage protestants, sont meilleurs sur le préventif. Et pourtant, c'est des pays capitalistes. Donc, il y a moyen de faire. On va continuer les questions-réponses. J'ai 2 questions dans le chat, donc je vais vous poser en même temps. Donc, une première question d'Émilie qui demande j'aimerais savoir quelle place vous donnez aux jeunes dans l'ensemble de vos projets. Et une deuxième question de Raki Diallo est-ce que cette coopération internationale prend en compte le partage de compétences entre les étudiants et les professionnels du secteur eau-climat? Donc, je vous les mets ensemble, comme on parle de jeunes, d'étudiants. Je vous laisse répondre. Non, mais c'est très bien. De toute façon, c'est vous qui allez hériter de cela. Donc, c'est formidable que vous interveniez. Hein. Ça, le bébé, malheureusement, vous n'êtes pas, enfin, je ne sais pas si malheureusement ou pas, bon, vous n'êtes pas encore au pouvoir. Mais un de ces 4, vous allez y être. Voilà. Alors, soit vous reproduirez les mêmes conneries que vos anciens, ce qui m'étonnerait, parce que vous êtes quand même bien futés. Et que vous êtes surtout très engagé sur ces sujets-là, que ça vous parle quand même énormément. Et avec, je pense, aussi une belle ouverture à l'international. Je ne vais pas mythifier sans arrêt la jeunesse, parce que parfois, ce n'est pas toujours évident, mais n'empêche que c'est sur vous que ça retombe. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus, sur ce thème? Alors, sur la jeunesse, nous avons justement, entre guillemets, fait passer le projet de coopération internationale par le biais de la jeunesse à Agde. En fait, c'est par le biais d'une décision du Conseil municipal des jeunes d'Agde que la coopération a pu naître et a pu passer en Conseil municipal des grands. Très bien. Donc, c'est eux qui ont fait vraiment le forcing, qui l'ont imposé ce thème-là, on va dire. Exactement. Ah, oui. Exactement. Et en plus, les jeunes ont participé activement. Ils ont reçu le maire de Tata à Agde. Après, à Tata, ils ont aidé à la mise en place d'un conseil municipal des enfants. Et on a travaillé de concert, reçu ces jeunes en France.
Les Agatois sont allés dans les familles à Tata. Donc, on a complètement baigné les enfants et les jeunes dans cette coopération depuis le début. Voilà. Et maintenant, je vois des jeunes que j'ai connus à Tata qui étaient des jeunes conseillers municipaux et qui sont maintenant, dont un qui travaille dans l'eau et l'assainissement. David Bourmeau. Voilà. Oui, simplement aussi, j'invite la personne qui pose la question aussi de se rapprocher d'une de nos agences françaises, qui est l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui a mis en place un parlement de l'eau, qui est un représentant des jeunes à son comité de bassin, qui lui-même, je crois, siège au Parlement européen de l'eau, et je me demande s'il n'y a pas aussi un Parlement mondial de l'eau. Donc, il y a quand même des initiatives qui existent à l'échelle mondiale sur la question de l'eau au niveau de la gestion par la jeunesse. Et je crois me savoir, parce que en préparant la réunion d'aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu les contributions que le comité de bassin a remontées tout récemment au ministère de l'Environnement, là, dans sa contribution au volet haut de la planification écologique. Je crois avoir vu qu'effectivement, notre comité de bassin, je parle celui de Rameuse, proposait aussi d'associer la jeunesse de façon plus, d'inventer un nouveau mode d'association de la jeunesse aux travaux du comité de bassin. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Alors, ça tombe bien parce que vous nous faites en même temps une transition pour demain, puisque demain, on aura des témoignages de jeunes qui sont engagés dans ces instances que vous citez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Juste un petit mot, j'ai oublié quand même, moi, de présenter Geoffrey, là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de services d'eau potable et d'assainissement. C'est lui qui a conduit l'étude sur, effectivement, que peut-on faire sur les services d'eau potable et d'assainissement pour réduire l'empreinte carbone. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est lui l'homme compétent. Geoffrey est un prénom, son nom de famille. C'est Geoffrey Lapulus, le barbu qui a des lunettes. Eh bien, très bien. Donc, cher Geoffrey, merci beaucoup pour le travail que vous avez déjà effectué. Hein, donc, et aussi l'engagement qui est derrière, parce que j'imagine bien qu'on n'est pas là par hasard. Donc, voilà. Donc, merci à vous, parce que c'est important. D'autres réactions de votre part? C'est très méritant, hein, parce qu'on a été assez bon en face. Voilà, avec, oui. Non, je plaisante. Juste une précision, j'en profite aussi, on parlait de la jeunesse. Les représentants du GESCOT pourront en parler mieux que moi, mais il y a beaucoup de projets aussi où il y a des volontariats jeunes, hein, services civiques, avec des jeunes aussi qui sont embarqués dans ces projets. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, s'il y a des gens qui ont des vocations, qui se rapprochent du GESCOT ou des agences ou du PSO, et on les renverra vers des projets intéressants. Et puis, une fois de plus, bon, faites de l'entrisme, allez-y, foncez, quoi qu'il arrive, de toute façon, personne n'a droit à la résignation. Personne. On n'est plus là-dedans dans des notions optimistes, pessimistes. Non, non, allez-y. Vous aviez Hannah Arendt qui avait une très jolie phrase, je la sers très souvent, mais parce que elle me semble très juste. Elle disait, ce n'était pas une écolo, hein, forcément, Hannah Arendt, c'était pas ça. Je suis intéressé, mais enfin, ce n'était pas le cœur de son œuvre. Elle disait, seule l'action nous sauve. Voilà, seule l'action nous sauve. Donc, gardez ça parce que de toute façon, c'est bien. OK, je veux dire qu'il y en a peut-être 5 où ça n'a pas marché. Il y en aura quand même 5 autres où ça va fonctionner. Bon, donc vous êtes dans le meilleur des cas, si vous voulez, voilà, on est aujourd'hui une société de réparation. On fait ce qu'on peut, on colle des rustines les uns et les autres, on écope, au sens propre comme au sens figuré, donc c'est un petit peu ça, et on fait en sorte d'avoir cette ligne de crête qui s'appelle l'habitabilité du vivant. Bon, donc on est là. Là, dans la salle, il y a des. Lorsque vous êtes né, il y avait en l'an 2000, il y avait 6 milliards d'individus sur Terre. Bon, moi, quand je suis né, il y avait 3 milliards d'individus sur Terre. Et à force de vouloir de toute façon mettre toujours les mêmes systèmes de consommation, de vouloir uniformiser donc le monde avec globalement une seule pensée, je résume à gros traits évidemment que je ne suis pas dans la nuance en disant ça. Eh ben, on voit bien effectivement qu'on n'y arrive pas. Et donc, ça va être des solutions de toute façon qui vont être locales à condition qu'il y ait effectivement de la décentralisation. Parce qu'une fois de plus, les problèmes du Sénégal ne sont pas ceux du Pakistan, ne sont pas ceux des îles Tuvalu, ne sont pas ceux du nord de la France, etc. Donc, il va y avoir ça, mais il faut qu'on arrive de toute façon à s'en sortir. Et quoi qu'il arrive, à s'en sortir par le haut. Alors oui, gérer la rareté, c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Gérer la pénurie, là, ça devient très compliqué. Et ce que nous craignons tous, on le sait, on doit avoir 250 fleuves frontaliers, me semble-t-il, où jusqu'à présent, on n'a pas eu véritablement de guerre de l'eau. On risque franchement maintenant d'en avoir.
Et de même que nos réfugiés n'étaient pas des réfugiés climatiques, c'était des réfugiés politiques. Alors, ils deviennent réfugiés climatiques quand le sol est trop pourri qu'ils n'arrivent plus à se nourrir. Donc, on va avoir effectivement des réfugiés climatiques. Mais même chez nous, au sein de notre pays donc tempéré, avec cette chance absolument inouïe qu'est la France, le phénomène des bassines est très net, quoi. Ça va être compliqué. Le phénomène des stations de ski à la Clusaz avec une nouvelle station, une retenue collinaire est derrière. Mais comme on ne met absolument pas, si vous voulez, sur la table la notion de progrès, qu'est-ce que le progrès? D'ailleurs, le mot, vous avez remarqué, il n'existe plus. On vous parle d'innovation, hein. Il n'y a plus de progrès. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et le questionnement que vous avez, vous qui êtes jeune et même moins jeune, c'est la question du sens. Voilà. Et donc, l'eau, qui est à la base aussi de tout ça, elle vient percuter tout ce petit monde-là. À part que cette ressource-là, elle n'est plus infinie. On a cru qu'elle l'était. Et comme ça date des années 72, c'était dans le rapport du Club de Rome, je ne sais plus qui disait, il n'y a que les fous et les économistes pour penser qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. On va continuer à vivre, on va continuer à inventer, on va continuer à innover, on va continuer, voilà. Mais simplement, il faut savoir que toute cette intelligence individuelle et collective, il va falloir maintenant la mettre sur ce qu'on appelle des biens communs. Et l'eau fait partie de ces biens communs. Voilà. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas de solution, hein, c'est pas tout ça. Mais le sens de l'histoire, de toute façon, nous commande quand même d'aller un petit peu dans ce sens. Puisque maintenant, c'est la nature qui a repris la main sur ce que l'humain donc a défait, donc on va essayer de le refaire.